Chapitre 1. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Grellings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand, massif, qui n'avait pratiquement pas de cou. Mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde, et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne. Une girafe. Incroyable, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Oui, l'amour rend aveugle. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Madame Dursley faisait comme si elle était fille unique car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque monsieur et madame Dursley s'éveillèrent au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate, la plus sinistre pour aller travailler, et Madame Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley qui braillait de toute la force de ses poumons. Aucun d'eux ne remarqua le gros hibou au plumage mordoré qui volta devant la fenêtre. À 8h30, Monsieur Dursley prit son attaché-case, déposa un baiser sur la joue de Madame Dursley et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa Monsieur Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à la maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Étrange, n'est-ce pas? Pendant un instant, M. Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il avait bien un chat tigré, assis au coin de Private Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. M. Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard, tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route. M. Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait Private Drive, mais non, voyons, il ne lisait pas. Il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. M. Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui le menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de perceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les perceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. M. Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Les jeunes avaient parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture, et son regard rencontra un groupe de ces olibrius qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité.
Monsieur Dursley s'irrita en voyant que deux d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme là-bas était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape vert émeraude. Quelle imprudence! Monsieur Dursley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ce ne pouvait être que ça. La file de voitures se remit en mouvement et quelques minutes plus tard, Monsieur Dursley se rangea dans le parking de la Grunnings. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du 8e étage, Monsieur Dursley s'asseyait toujours dos à la fenêtre. S'il en avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ses perceuses ce matin-là. Il ne vit pas les hiboux qui volaient à tire-d'aile en plein jour, mais en bas, dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. Monsieur Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal, et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de cape lui étaient complètement sortis de la tête. Mais lorsqu'il en vit un nouveau quelques-uns sortir à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard courroucé. Il ignorait pourquoi, mais il le mettait mal à l'aise. Cela aussi chuchotait d'un air surexcité, et il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation. Les Potter, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient, comme s'il s'apprêtait à leur dire quelque chose, mais il se ravisa. Il traversa la rue en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchissait. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter Madame Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état. Il ne pouvait pas lui en vouloir, si lui-même avait eu une sœur comme celle-là, mais enfin quand même, tous ces gens vêtus de cape. Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses. Et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un devant la porte. Navré, grommela-t-il au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que M. Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été ainsi bousculé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire, tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les moldus comme vous devraient fêter cet heureux, très heureux jour. Le vieil homme prit alors Monsieur Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. Monsieur Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé Moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison, en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée du numéro 4 de sa rue, la première chose qu'il vit, et qui n'améliora pas du tout son humeur, ce fut le chat tigré qu'il avait déjà remarqué le matin même. À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat. Il reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. Allez, oust! Salut, Wolvie! Travaille bien. Merci pour le lurk. On reprend. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée du numéro 4 de sa rue, la première chose qu'il vit et qui n'améliora pas son humeur, ce fut le chat tigré qu'il avait déjà remarqué le matin même.
À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat. Il reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. Allez, oust s'exclama M. Dursley. Le chat ne bougea pas. Il se contenta de le regarder d'un air sévère. M. Dursley se demanda si c'était un comportement normal pour un chat. Essayant de reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. Madame Dursley avait passé une agréable journée et parfaitement normale. Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes qu'a la voisine d'à côté avec sa fille, et lui signala également que Dudley avait appris un nouveau mot, veut pas. Monsieur Dursley s'efforça de se conduire le plus normalement du monde, et après que Dudley eut été mis au lit, il s'installa dans le salon pour regarder la fin du journal télévisé. D'après des témoignages venus de diverses régions, il semblerait que les hiboux se soient comportés d'une bien étrange manière au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendent la nuit pour chasser leur proie. Il est rare d'en voir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer les raisons de ce changement de comportement pour le moins étonnant. Voilà qui est bien mystérieux, conclut le présentateur en s'autorisant à sourire. Et maintenant, voici venue l'heure de la météo avec les prévisions de Jim McGuffin. Alors Jim, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes de hiboux au cours de la nuit prochaine? Ça, je serais bien incapable de vous le dire, Ted, répondit l'homme de la météo. Mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été les seuls à se comporter d'une étrange manière. Les téléspectateurs qui habitent dans des régions aussi éloignées les unes des autres que le Kent, le Yorkshire et la côte est de l'Écosse m'ont téléphoné pour me dire qu'au lieu des averses que j'avais prévues pour aujourd'hui, ils ont vu de véritables pluies d'étoiles filantes. Peut-être s'agit-il de feux de joie, bien que ce ne soit pas encore la saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. Monsieur Dursley se figea dans son fauteuil. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays, des hiboux qui volent en plein jour, des gens bizarres vêtus de capes, et ces murmures sur les poteurs. Madame Dursley entra dans le salon avec 2 tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. Monsieur Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. Euh... Pétunia, ma chérie, dit-il. Tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment? Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas avoir de sœur. Non, répondit-elle sèchement. Pourquoi? Ils ont dit un truc bizarre à la télé. Des histoires de hiboux, d'étoiles filantes. Il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d'air aujourd'hui. Et alors? Rien, je me disais que peut-être ça avait quelque chose à voir avec sa bande. Madame Dursley retroussait les lèvres, en buvant son thé à petites gorgées. Son mari se demanda s'il allait oser lui raconter qu'il avait entendu prononcer le nom de Potter. Il préféra s'en abstenir, d'un air aussi détaché que possible, dit-il. Leur fils, il a à peu près le même âge que Dudley, non? J'imagine, répliqua Madame Dursley avec raideur. Comment s'appelle-t-il déjà? Howard, c'est ça? Harry, un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Ah oui, répondit M. Dursley, en sentant son cœur s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne dit pas un mot de plus à ce sujet, tandis qu'il montait l'escalier pour aller se coucher. Pendant que Madame Dursley était dans la salle de bain, M. Dursley se glissa vers la fenêtre de la chambre et jeta un coup d'œil dans le jardin. Le chat était toujours là. Il regardait dans la rue comme s'il attendait quelqu'un. M. Dursley imaginait-il des choses? Tout cela avait-il un lien avec les Potter? Si c'était le cas, s'il s'avérait qu'ils étaient parents avec des... Non, il ne pourra jamais le supporter. Les Dursley se mirent au lit. Madame Dursley s'endormit très vite, mais son mari resta éveillé, retournant dans sa tête les événements de la journée. La seule pensée qui le consola avant de sombrer dans le sommeil, ce fut que même si les Potter avaient vraiment quelque chose à voir avec ce qui s'était passé, il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences. Les Potter savaient parfaitement ce que Pétunia et lui pensaient des gens de leur espèce. Et ils ne voyaient pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bâilla, se retourna, rien de tout cela ne pouvait les affecter. Et il avait grand tort de penser ainsi. Tandis que M. Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité, le chat sur le mur, lui, ne montrait aucun signe de somnolence.
Il restait assis, immobile comme une statue, fixant de ses yeux grands ouverts le coin de Privet Drive. Il n'eut pas la moindre réaction lorsqu'une portière de voiture claqua dans la rue voisine, ni quand deux hiboux passèrent au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. La queue du chat frémit, ses yeux se rétrécirent. On n'avait encore jamais vu dans Privet Drive quelque chose qui ressemblât à cet homme. Il était grand, mince et très vieux. À en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol et chaussé de bottes à hauts talons munis de boucles. Un peu les bottes du Père Noël, genre. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière des lunettes en demi-lune, et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé en deux, au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Albus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape, mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat, qui avait toujours le regard fixé sur lui à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il eut un petit rire et marmonna. J'aurais dû m'en douter. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit, alors avec un petit claquement. L'homme alluma à nouveau le briquet. Le réverbère suivant s'éteignit à son tour. 12 fois, il actionna ainsi l'éteignoir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'aucune lumière dans la rue, à part 2 points minuscules qui brillaient au loin. C'étaient les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Ah, petit aparté, c'est marrant parce que on appelle l'éteignoir dans le 1, et tandis que dans le film, je pense que c'est dans le 7, la première partie, oui, la première partie, on l'appelle le désilluminateur. Pourquoi tout changer comme ça? Pourquoi? On pourrait revenir sur les trucs aussi bizarres entre les films et les livres. Par exemple, Pétunia, dans le livre, elle est blonde. Voyez-vous, blonde, blonde. Mais dans le film, elle est brune. Ok? Il y a un problème. D'accord? Mais bon, après, tout va bien. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Allez, on reprend. Quiconque aurait regardé par une fenêtre en cet instant, même Madame Dursley et ses petits yeux perçants auraient été incapables de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son éteignoir dans la poche de sa cape et marcha en direction du numéro 4. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assit sur le muret, à côté du chat. Il ne lui accorda pas un regard, mais après un moment de silence, il lui parla. C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall, dit-il. Il tourna la tête pour adresser un sourire au chat tigré, mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souriait à présent à une femme d'allure sévère, avec des lunettes carrées, qui avait exactement la même forme que les motifs autour des yeux du chat. Elle aussi portait une cape, d'un vert émeraude. Ses cheveux étaient tirés d'un chignon serré, et elle avait l'air singulièrement agacée. Comment avez-vous su que c'était moi demanda-t-elle. Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques, répondit le professeur McGonagall. Toute la journée? Alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres? En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. Le professeur McGonagall renifla d'un air courroucé. Oui, oui, je sais, tout le monde fait la fête, dit-elle avec agacement. Mais on aurait pu penser qu'il serait plus prudent. Mais non, pas du tout. Même les moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils en ont parlé aux nouvelles. Elle montra d'un signe de la tête la fenêtre du salon des Dursley plongée dans l'obscurité. Je l'ai entendu moi-même. Ils ont signalé des vols de hiboux, des pluies d'étoiles filantes. Les moldus ne sont pas complètement idiots. Il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. Des étoiles filantes dans le Kent. Je parie que c'est encore un coup de Dédalus Diggle. Il n'a jamais eu beaucoup de jugeotes. On ne peut pas leur en vouloir, dit Dumbledore avec douceur. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis 11 ans. Je sais,
répliqua le professeur McGonagall d'un ton sévère. Mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. Tous ces gens ont été d'une imprudence folle. Se promener dans les rues en plein jour, à s'échanger les dernières nouvelles sans même prendre la précaution de s'habiller comme des moldus. Elle lança un regard oblique et perçant à Dumbledore, comme si elle espérait qu'il allait dire quelque chose, mais il garda le silence. Nous serions dans de beaux draps, reprit-elle, alors si le jour où vous savez qui semble enfin avoir disparu, les moldus s'apercevaient de notre existence. J'imagine qu'il a vraiment disparu. N'est-ce pas, Dumbledore? Il semble qu'il en soit ainsi, en effet, assura Dumbledore. Et nous avons tout lieu de nous en féliciter. Que diriez-vous d'un esquimau au citron? Un quoi? Un esquimau au citron. C'est une friandise que fabriquent les moldus et je dois dire que c'est plutôt bon. Merci pas pour moi, répondit froidement le professeur McGonagall, qui semblait estimer que le moment n'était pas venu de manger des glaces au citron. Je vous disais donc que même si vous savez qui est vraiment parti, mon cher professeur, quelqu'un d'aussi raisonnable que vous ne devrait pas hésiter à prononcer son nom, ne croyez-vous pas? Cette façon de dire tout le temps vous savez qui n'a aucun sens. Pendant 11 ans, j'ai essayé de convaincre les gens de l'appeler par son vrai nom. Voldemort. Hey, salut Fée Clochette. Merci pour ton lurk, c'est cool. Et oui, ça va, écoute, tranquille. J'en profite pour boire une tasse. Ah. Le professeur McGonagall fait une grimace. Mais Dumbledore, qui avait sorti 2 esquimaux au citron, ne parut pas le remarquer. Si nous continuons à dire vous savez qui, nous allons finir par créer la confusion. Je ne vois aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous n'en voyez pas, répliqua le professeur McGonagall qui semblait moitié exaspéré et moitié admirative. Mais vous êtes différent des autres. Tout le monde sait que vous êtes le seul à avoir jamais fait peur à vous savez qui. Ou à Voldemort si vous y tenez. Vous me flattez, dit Dumbledore d'une voix tranquille. Voldemort dispose de pouvoirs que je n'ai jamais su. C'est simplement parce que vous avez trop de, disons, de noblesse pour en faire usage. Heureusement qu'il fait nuit. Je n'ai jamais autant rougi depuis le jour où Madame Pomme Fraîche m'a dit qu'elle trouvait mes nouveaux cache-oreilles ravissants. Le professeur McGonagall lança un regard perçant à Dumbledore. Les hiboux, ce n'est rien comparé aux rumeurs qui circulent, déclare-t-elle. Vous savez ce que tout le monde dit sur les raisons de sa disparition? Ce qui a fini par l'arrêter? Apparemment, le professeur McGonagall venait d'aborder le sujet qui lui tenait le plus à cœur. La véritable raison qu'il avait décidé à attendre toute la journée assis sur un mur glacial. Car jamais un chat ni une femme n'avait fixé Dumbledore d'un regard aussi pénétrant que celui du professeur en cet instant. À l'évidence, elle n'avait pas l'intention de croire ce que tout le monde disait tant que Dumbledore ne lui aurait pas confirmé qu'il s'agissait bien de la vérité. Dumbledore, cependant, était occupé à choisir un autre esquimau et ne lui répondit pas. Ce qu'ils disent, poursuivit le professeur, c'est que Voldemort est venu hier soir à Godric's Hollow pour y chercher les Potter. D'après la rumeur, Lily et James Potter on dit qu'ils sont morts. Dumbledore inclina la tête. Le professeur McGonagall avait du mal à reprendre sa respiration. Lily et James, je n'arrive pas à y croire. Je ne voulais pas l'admettre. Oh, Albus! Dumbledore tendit la main et lui tapota l'épaule. Je sais, dit-il gravement. Et ce n'est pas tout, reprit le professeur McGonagall, d'une voix tremblante. On dit qu'il a essayé de tuer Harry, le fils des Potter. Mais il en a été incapable. Il n'a pas réussi à supprimer ce bambin. Personne ne sait pourquoi ni comment, mais tout le monde raconte que lorsqu'il a essayé de tuer Harry Potter sans y parvenir, le pouvoir de Voldemort s'est brisé, pour ainsi dire. Et c'est pour ça qu'il a disparu. Dumbledore hocha la tête d'un air sombre. C'est vrai, bredouilla le professeur McGonagall. Après tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a tués, il n'a pas réussi à tuer un petit garçon. C'est stupéfiant. Rien d'autre n'avait pu l'arrêter. Mais au nom du ciel, comment se fait-il que Harry ait pu survivre? On ne peut faire que des suppositions, répondit Dumbledore. On ne saura peut-être jamais. Le professeur McGonagall sortit un mouchoir en dentelle et s'essuya les yeux sous ses lunettes. Dumbledore aspira longuement en prenant dans sa poche une montre en or qu'il consulta. C'était une montre très étrange. Elle avait 12 aiguilles, mais pas de chiffres. À la place, il y avait de petites planètes qui tournaient au bord du cadran. Tout cela devait avoir un sens pour Dumbledore, car il remit la montre dans sa poche en disant « Hagrid est en retard. Au fait, j'imagine que c'est lui qui vous a dit que je serais ici ?» Oui, admit le professeur McGonagall. Et je suppose que vous n'avez pas l'intention de me dire pour quelle raison vous êtes venu dans cet endroit précis. Je suis venu confier Harry à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais.
Vous voulez... Non, ce n'est pas possible! Pas les gens qui habitent dans cette maison! S'écria le professeur McGonagall en se levant d'un bond, le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. Dumbledore, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observés toute la journée. On ne peut pas imaginer des gens plus différents de nous. En plus, ils ont un fils. Je l'ai vu donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue en hurlant pour réclamer des bonbons. Harry Potter, venez vivre ici! C'est le meilleur endroit pour lui, répliqua Dumbledore d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. Je leur ai écrit une lettre. Une lettre? Répéta le professeur McGonagall d'une voix éteinte en se rasseyant sur le muret. Dumbledore, vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout cela dans une lettre? Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonné que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. C'est vrai, dit Dumbledore en la regardant d'un air très sérieux par-dessus ses lunettes en demi-lune. Il y aurait de quoi tourner la tête de n'importe quel enfant. Être célèbre avant même d'avoir appris à marcher et à parler. Célèbre pour quelque chose dont il ne sera pas capable de se souvenir. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut beaucoup mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer? Le professeur McGonagall ouvrit la bouche. Elle parut changer d'avis, avala sa salive et répondit. Oui, oui, bien sûr, vous avez raison. Mais comment cet enfant va-t-il arriver jusqu'ici, Dumbledore? Elle regarda soudain sa cape, comme si elle pensait que Harry était peut-être caché dessous. C'est Hagrid qui doit l'amener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est sage de confier une tâche aussi importante à Hagrid? Je confierai ma propre vie à Hagrid, assura Dumbledore. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur McGonagall avec réticence, mais reconnaissez qu'il est passablement négligent. Il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça? Un grondement sourd avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité, tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir la lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétarade au-dessus de leur tête. Ils levèrent alors les yeux et virent une énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux sur la chaussée. La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était à peu près 2 fois plus grand que la moyenne et au moins 5 fois plus large. Il était même tellement grand qu'on avait à peine à le croire. On aurait dit un sauvage, avec ses longs cheveux noirs en broussailles, sa barbe qui cachait presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle et ses pieds chaussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébés dauphins. L'homme tenait un tas de couvertures dans ses immenses bras musculeux. Hagrid, dit Dumbledore avec soulagement, vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto? L'ai empruntée, professeur Dumbledore. Monsieur, répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. C'est le jeune Sirius Black qui me l'a prêté. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu de problème? Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite, mais je me suis débrouillé pour le sortir de là avant que les moldus commencent à rappliquer. Il s'est endormi quand on a survolé Bristol. Dumbledore et le professeur McGonagall se penchèrent sur le tas de couvertures. À l'intérieur, à peine visible, dormait profondément un petit bébé. Sous une touffe de cheveux d'un noir de jet, ils distinguèrent sur son front une étrange coupure en forme d'éclair. C'est là que... murmura le professeur McGonagall. Oui, répondit Dumbledore. Il gardera cette cicatrice à tout jamais. Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore? Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche qui représente le plan exact du métro de Londres. Donnez-le-moi, Hagrid, il est temps de faire ce qu'il faut. Dumbledore prit Harry dans ses bras et se tourna vers la maison des Dursley. Est-ce que, est-ce que je pourrais lui dire au revoir, monsieur? Demanda Hagrid. Il pencha sa grosse tête hirsute vers Harry et lui donna un baiser qui devait être singulièrement piquant et râpeux. Puis soudain, Hagrid laissa échapper un long hurlement de chien blessé. Chut! Siffla le professeur McGonagall. Vous allez réveiller les moldus. Désolé, sanglota Hagrid, en sortant de sa poche un grand mouchoir à pois dans lequel il enfouit son visage. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Lily et James qui meurent et ce pauvre petit Harry qui va aller vivre avec les moldus. Oui, je sais, c'est triste. Mais ressaisissez-vous, Hagrid. Sinon nous allons nous faire repérer, chuchota le professeur McGonagall en tapotant doucement le bras de Hagrid, tandis que Dumbledore enjambait le muret du jardin et s'avançait vers l'entrée de la maison.
Aïe, oh. Ah, mieux. Hop. Avec précaution, il déposa Harry devant la porte, sortit une lettre de sa cape, la glissa entre les couvertures, puis revint vers les deux autres pendant un long moment. Tous trois restèrent immobiles, côte à côte, à contempler le petit tas de couvertures. Les épaules de Hagrid tremblèrent. Le professeur McGonagall battit des paupières avec frénésie, et la lueur qui brillait habituellement dans le regard de Dumbledore sembla s'éteindre. Eh bien voilà, dit enfin Dumbledore. Il est inutile de rester ici. Autant rejoindre les autres pour faire la fête. Oui, dit Hagrid d'une voix étouffée. Je vais aller rendre sa moto à Sirius. Bonne nuit, professeur McGonagall. Bonne nuit, professeur Dumbledore, monsieur. Essuyant d'un revers de manche ses yeux ruisselants de larmes, Hagrid enfourcha la moto et mit le moteur en route. Dans un vrombissement, la moto s'éleva dans les airs et disparut dans la nuit. À bientôt, j'imagine, professeur McGonagall, dit Dumbledore avec un signe de tête. Pour toute réponse, le professeur McGonagall se moucha. Dumbledore fit volte-face et s'éloigna le long de la rue. Il s'arrêta au coin et reprit dans sa poche l'éteignoir d'argent. Il l'actionna une seule fois et une douzaine de boules lumineuses regagnèrent aussitôt les réverbères. Privet Drive fut soudain baigné d'une lumière orangée et Dumbledore distingua la silhouette d'un chat tigré qui tournait l'angle de la rue. Il aperçut également le tas de couvertures devant la porte du numéro 4. « Bonne chance, Harry, murmura-t-il. Il se retourna et disparut dans un bruissement de capes. Une brise agitait les haies bien taillées de Privet Drive. La rue était propre et silencieuse, sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui, et il continua de dormir sans savoir qu'il était un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Madame Dursley, qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait, et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays, et qui levaient leurs verres en murmurant. Attendez de Harry Potter, le survivant. Chapitre 1 est terminé. S'il y a des gens présents, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma lecture, évidemment. Si je dois faire mieux, si je dois un peu moins jouer, un peu moins faire les choses, voyez-vous, il faut pas hésiter à me dire. Vraiment, vraiment pas hésiter à me dire. Alors, du coup. euh, Ah, une petite pause entre deux chapitres, c'est bien. Chapitre 2, une vitre disparaît. Il s'était passé près de 10 ans depuis que les Dursley avaient trouvé au saut du lit leur neveu devant la porte. Mais Privet Drive n'avait quasiment pas changé. Ce jour-là, le soleil se leva sur les mêmes petits jardins propres en faisant étinceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entrée de la maison des Dursley. La lumière du matin s'infiltra dans un living room, exactement semblable à quelques détails près à celui où M. Dursley avait appris par la télévision le fameux vol de hibou de sinistre mémoire. Seules les photos exhibées sur le manteau de la cheminée donnaient une idée du temps qui s'était écoulé depuis cette date.
10 ans plus tôt, on distinguait sur les nombreux clichés exposés quelque chose qui ressemblait à un gros ballon rose, coiffé de bonnets à pompons de différentes couleurs. Mais Dudley Dursley n'était plus un bébé. Et à présent, les photos montraient un gros garçon blond sur son premier vélo, sur un manège de fête foraine, devant un ordinateur en compagnie de son père ou serré dans les bras de sa mère qui le couvrait de baisers. Rien dans la pièce ne laissait deviner qu'un autre petit garçon habitait la même maison. Et pourtant, Harry Potter était toujours là. Encore endormi pour le moment, mais plus pour longtemps. Car sa tante Pétunia était bien réveillée et ce fut sa voix perçante qui rompit pour la première fois le silence du matin. Allez, debout! Immédiatement! Harry se réveilla en sursaut. Sa tante tambourina à la porte. Vite, debout! Hurla-t-elle de sa voix suraiguë. Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et posa une poêle sur la cuisinière. Il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire. C'était un beau rêve, avec une moto qui volait. Il eut l'étrange impression d'avoir déjà fait le même rêve auparavant. Sa tante était revenue derrière la porte. Ça y est, tu es levé demanda-t-elle. Presque, répondit Harry. Allez, dépêche-toi. Je veux que tu surveilles le bacon. Ne le laisse surtout pas brûler. Tout doit être absolument parfait le jour de l'anniversaire de Dudley. Harry émit un grognement. Qu'est-ce que tu dis Glappy s'attend derrière la porte. Rien, rien. L'anniversaire de Dudley. Comment avait-il pu l'oublier Harry se glissa lentement hors du lit et chercha ses chaussettes. Il en trouva une paire sous le lit, et après avoir chassé l'araignée qui s'était installée dans l'une d'elles, il les enfila. Harry était habitué aux araignées. Le placard sous l'escalier en était plein. Or, c'était là qu'il dormait. Lorsqu'il eut fini de s'habiller, il sortit dans le couloir et alla dans la cuisine. La table avait presque entièrement disparu sous une montagne de cadeaux. Apparemment, Dudley avait eu le nouvel ordinateur qu'il désirait tant, sans parler de la 10e télévision et du vélo de course. La raison pour laquelle Dudley voulait un vélo de course restait mystérieuse aux yeux de Harry, car Dudley était très gros et détestait faire du sport. Sauf bien sûr lorsqu'il s'agissait de boxer quelqu'un. Son punching ball préféré, c'était Harry. Mais il était rare qu'il parvienne à l'attraper. Même s'il n'en avait pas l'air, Harry était très rapide. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard. En tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley, qui étaient à peu près 4 fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un vert brillant. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause de nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Oula, on perd ma lumière. Oh, on perd la lumière. Ouais, ouais, ouais. Attention, on va faire un petit contrôle de lumière là. Ok, oh, ça y est, c'est revenu. Ouais, ok. L'ISO se met du temps, quoi. C'est bon, on va faire des choses. Allez, on continue. Lumos. Let's go, baby. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice. Et la première question qu'il se rappelait avoir posée à sa tante Pétunia, c'était comment lui était-elle venue? Dans l'accident de voiture qui a tué tes parents, avait-elle répondu. Et ne pose pas de questions. Ne pose pas de questions. C'était la première règle à observer si on voulait vivre tranquille chez les Dursley. L'oncle Vernon entra dans la cuisine au moment où Harry retournait les tranches de bacon dans la poêle. Va te peigner aboya M. Dursley en guise de bonjour. Une fois par semaine environ, l'oncle Vernon levait les yeux de son journal pour crier haut et fort que Harry avait besoin de se faire couper les cheveux. Harry s'était fait couper les cheveux plus souvent que tous ses camarades de classe réunis, mais on ne voyait pas la différence. Il continuait à pousser à leur guise, c'est-à-dire dans tous les sens. Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'oncle Vernon. Il avait une grosse figure rose, un cou presque inexistant, des petits yeux bleus humides et d'épais cheveux blonds qui s'étalaient au sommet de sa tête épaisse et grasse. La tante Pétunia disait souvent que Dudley avait l'air d'un chérubin, et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Harry essaya de disposer sur la table les assiettes remplies d'œufs au bacon, ce qui n'était pas facile en raison du peu de place qui restait. Pendant ce temps, Dudley comptait ses cadeaux. Lorsqu'il eut terminé, ses joues s'affaissèrent. Je vais boire un peu parce que là, ça va chier.
36, dit-il en levant les yeux vers ses parents. Ça fait 2 de moins que l'année dernière. Mon petit chéri, tu n'as pas compté le cadeau de la tante Marge. Regarde, il est là. Ce gros paquet que papa et maman t'ont offert. D'accord, ça fait 37, dit Dudley qui commençait à devenir tout rouge. Harry, qui sentait venir une de ces grosses colères dont Dudley avait le secret, s'empressa d'engloutir ses œufs au bacon avant que l'idée vienne à son cousin de renverser la table. De toute évidence, sa tante Pétunia avait également senti le danger. Et nous allons encore acheter 2 autres cadeaux, dit-elle précipitamment, quand nous sortirons tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit agneau? 2 autres cadeaux, ça te va? Dudley réfléchit un long moment. Apparemment, c'était un exercice difficile. Enfin, il dit lentement. Donc, j'en aurai 39, mon canard adoré, dit la tante Pétunia. Bon, dans ce cas, ça va. Dudley se laissa tomber lourdement sur une chaise et attrapa le paquet le plus proche. L'oncle Vernon eut un petit rire. Le petit bonhomme en veut pour son argent, comme son père. C'est très bien, Dudley, dit-il en ébouriffant les cheveux de son fils. À ce moment, le téléphone sonna et la tante Pétunia alla répondre pendant que Harry et l'oncle Vernon regardaient Dudley déballer le vélo de course, un caméscope, un avion radiocommandé, 16 nouveaux jeux vidéo et un magnétoscope. Il était occupé à déchirer le papier qui enveloppait une montre en or lorsque la tante Pétunia revint dans leur cuisine, l'air à la fois furieux et inquiet. Mauvaise nouvelle, Vernon. Madame Fig s'est cassé une jambe. Elle ne pourra pas le prendre, dit-elle en montrant Harry d'un signe de tête. Horrifié, Dudley resta bouche bée. Harry, lui, sentit son cœur bondir de joie. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Dudley, ses parents l'emmenaient avec un ami dans des parcs d'attractions, au cinéma ou dans des fast-foods où il pouvait se gaver de hamburgers. Et chaque année, on confiait Harry à Madame Fig, une vieille folle qui habitait un peu plus loin. Harry détestait aller là-bas. Toute la maison sentait le chou et Madame Fig passait son temps à lui montrer les photos de tous ces chats qu'elle avait eus. C'est malin, dit la tante Pétunia, en jetant un regard furieux à Harry, comme si c'était lui qui était responsable de la situation. Harry savait bien qu'il aurait dû éprouver un peu de compassion pour cette pauvre Madame Fig, mais ce n'était pas facile, car il pensait surtout qu'il s'écoulerait encore une année entière avant qu'il soit obligé de regarder à nouveau les photos de Pompon, Patounet, Mistigris et Mignonnette. On pourrait peut-être téléphoner à Marge, suggéra l'oncle Vernon. Ne dis pas de bêtises, Vernon, tu sais bien qu'elle déteste cet enfant. Les Dursley parlaient souvent de Harry de cette façon, en faisant comme s'il n'était pas là, ou plutôt comme s'il était un être dégoûtant, une sorte de limace, incapable de comprendre ce qu'il disait. Et ton amie, comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Yvonne. Elle est en vacances à Majorque, répliqua sèchement la tante Pétunia. Vous n'avez qu'à me laisser ici, intervint Harry plein d'espoir. Pour une fois, il pourrait regarder ce qu'il voudrait à la télévision, et peut-être même essayer l'ordinateur de Dudley. On aurait dit que la tante Pétunia venait d'avaler un citron entier. C'est ça, grinça-t-elle. Et quand nous reviendrons, la maison sera en ruine. Je ne ferai pas sauter la maison, assura Harry, mais il ne l'écoutait plus. Nous pourrions peut-être l'emmener au zoo, dit la tante Pétunia, et le laisser dans la voiture en attendant. La voiture est toute neuve, pas question de le laisser tout seul dedans, reprocha M. Dursley. Dudley se mit à pleurer bruyamment. En fait, il ne pleurait pas pour de bon. Il y avait des années qu'il ne versait pas de vraies larmes, mais il savait que dès qu'il commençait à se tordre le visage en gémissant, sa mère était prête à lui accorder tout ce qu'il voulait. Mon Dudley, nous chien adoré, ne pleure pas. Maman ne va pas le laisser gâcher ta belle journée, s'écria Madame Dursley, en le serrant dans ses bras. Je ne veux pas qu'il vienne, hurla Dudley d'une voix secouée de faux sanglots. Il gâche toujours tout. Dudley adressa alors à Harry un horrible sourire entre les bras de sa mère. Au même moment, la sonnette de la porte d'entrée sonna. Oh mon Dieu, les voilà, dit précipitamment la tante Pétunia. Un instant plus tard, Pierce Polkiss, le meilleur ami de Dudley, entra dans la maison en compagnie de sa mère. Pierce était un garçon efflanqué avec une tête de rat. Quand Dudley tapait sur quelqu'un, c'était toujours lui qui tenait par derrière les mains de la victime pour l'empêcher de se défendre. Dudley cessa aussitôt sa comédie. Une demi-heure plus tard, Harry, qui n'en croyait pas sa chance, était assis à l'arrière de la voiture des Dursley en compagnie de Pierce et Dudley. Pour la première fois de sa vie, il allait visiter le zoo. Son oncle et sa tante n'avaient pas trouvé d'autre solution que de l'emmener chez eux. Mais avant de partir, l'oncle Vernon avait pris Harry à part. Mais je disparais du plan, c'est incroyable. Waouh! C'est de la magie, hein, je suis en train de dire Harry Potter. Hein. Eh ouais, les gars. Je te préviens, avait-il dit sa grosse figure rouge tout contre le visage de Harry. Je te préviens que s'il se produit la moindre chose bizarre,
Tu ne sortiras pas de ce placard avant Noël. Je ne ferai rien, assura Harry. C'est promis. Mais l'oncle Vernon ne le croyait pas. Personne ne le croyait jamais. Le problème, c'était qu'il se passait souvent des choses étranges autour de Harry, et les Dursley refusaient de croire qu'il n'y était pour rien. Un jour, la tante Pétunia, fatiguée de voir Harry sortir de chez le coiffeur avec la même tête que s'il n'y avait pas allé du tout, avait pris une paire de gros ciseaux, il lui avait coupé les cheveux si courts qu'il en était devenu presque chauve. Elle n'avait laissé qu'une frange pour cacher cette horrible cicatrice. Dudley s'était écroulé de rire en voyant le résultat, et Harry n'avait pas pu dormir de la nuit en imaginant ce qui allait se passer le lendemain à l'école, où déjà on se moquait de ses vêtements trop grands et de ses lunettes rafistolées au papier collant. Au matin, cependant, il s'était aperçu que ses cheveux avaient repoussé, tels qu'ils étaient avant que la tante Pétunia ne les coupe. Il avait été puni d'une semaine de placard sans sortir, malgré tous ses efforts pour essayer de leur faire admettre qu'il ne comprenait pas ce qui avait bien pu se passer. Une autre fois, la tante Pétunia avait voulu le forcer à mettre un vieux pull de Dudley. Une horreur marron avec des pompons orange. Mais plus elle essayait de lui faire passer la tête à l'intérieur du pull, plus celui-ci rapetissait. Finalement, il s'était retrouvé réduit à la taille d'un gant de poupée, et la tante Pétunia avait conclu qu'il avait rétréci au lavage. À son grand soulagement, Harry, cette fois-là, n'avait reçu aucune punition. En revanche, il avait eu de sérieux ennuis à l'école. Le jour où on l'avait retrouvé, sur le toit de la cantine, la bande de Dudley l'avait poursuivi dans la cour, comme à l'accoutumée, lorsque, à la grande surprise de tout le monde, y compris de Harry lui-même, il s'était retrouvé assis au sommet de la cheminée. Les Dursley avaient reçu une lettre furieuse de la directrice dans laquelle il affirmait que Harry s'amusait à escalader les bâtiments de l'école. Pourtant, comme il avait expliqué à l'oncle Vernon, à travers la porte verrouillée de son placard, il s'était contenté de sauter derrière les poubelles qui se trouvaient à côté de la porte de la cuisine. Harry pensait que c'était le vent qui avait dû l'emporter jusqu'au toit au moment où il sautait. Mais aujourd'hui, tout irait bien. Cela valait même la peine de supporter Dudley et Pierce, du moment qu'ils pouvaient passer la journée dans un endroit qui ne serait ni l'école, ni le placard, ni le salon à l'odeur de chou de Madame Fig. Tandis qu'il conduisait la voiture, l'oncle Vernon se plaignait à la tante Pétunia. Il aimait bien se plaindre de choses et d'autres. Les gens qui travaillaient avec lui, Harry, la municipalité, Harry, son banquier et Harry constituaient quelques-uns de ses sujets préférés. Ce matin-là, c'était aux motos qu'il en avait. Conduisent comme des malades, ces petits voyous, dit-il alors qu'une moto les dépassait. J'ai rêvé d'une moto cette nuit, dit Harry, qui se souvenait soudain de son oncle. Elle volait. L'oncle d'Harry faillit percuter la voiture qui le précédait. Il tourna brusquement son visage, si rouge qu'il ressemblait à une énorme betterave à moustache. Les motos ne volent pas, hurla-t-il. Dudley et Pierce ricanèrent. Je le sais bien, répondit Harry, ce n'était qu'un rêve. Mais il regretta d'en avoir trop dit. Plus encore que la question qu'il posait, les Dursley détestaient l'entendre parler d'objets qui sortaient de leur rôle habituel, que ce soit dans un rêve ou un dessin animé, comme s'ils redoutaient qu'ils n'en tirent des idées dangereuses. C'était un samedi ensoleillé et le zoo était bondé de familles en promenade. Les Dursley achetèrent à Dudley et à Pierce de grosses glaces au chocolat, mais avant qu'ils avaient eu le temps de repartir, la jeune femme souriante qui vendait des glaces avait demandé à Harry ce qu'il voulait, et ils avaient fini par lui acheter une sucette à bon marché. Elle n'était d'ailleurs pas si mauvaise que ça, pensa Harry, tandis qu'il la léchait devant la cage d'un gorille occupé à se gratter la tête. Il y avait bien longtemps que Harry n'avait pas passé une matinée aussi agréable. Il prenait la précaution de se tenir un peu à l'écart des Dursley pour éviter que Dudley et Pierce, qui commençaient à se lasser des animaux, ne se consacrent une fois de plus à leur passe-temps favori, lui taper dessus. Ils déjeunèrent au restaurant du zoo où Dudley fait une grosse colère parce que sa coupe de glace géante n'était pas assez grande à son goût. L'oncle Vernon lui en commanda une autre et Harry fut autorisé à finir la première. Mais Harry aurait dû s'en douter, tout cela était trop beau pour durer. Après déjeuner, ils allèrent voir les reptiles au vivarium. L'endroit était sombre, frais, avec des cages de verre éclairées qui s'alignaient le long des murs. Derrière les vitres, on voyait toutes sortes de lézards et de serpents qui rampaient et ondulaient sur des morceaux de pierre ou de bois. Dudley et Pierce voulaient voir d'énormes cobras au venin mortel et de gros pitons capables de broyer un homme dans leur étreinte. Dudley ne mit pas longtemps à dénicher le plus grand serpent du vivarium. Il était si long qu'il aurait pu s'enrouler 2 fois autour de la voiture de l'oncle Vernon.
et la réduire en un petit tas de ferraille. Mais pour l'instant, il ne semblait pas d'humeur à tenter ce genre d'exploit. En fait, il dormait profondément. Le nez collé contre la vitre, Dudley contemplait les anneaux luisants du reptile. Fais-le bouger, dit-il à son père d'une voix géniarde. L'oncle Vernon tapota la vitre, mais le serpent ne bougea pas. Recommence, ordonna Dudley. L'oncle Vernon donna de petits coups secs sur la vitre. Mais le serpent continua de dormir. On s'ennuie ici, marmonna Dudley en s'éloignant d'un pas traînant. Harry s'approcha alors de la cage de verre et contempla le serpent. Il restait seul dans cette cage sans autre compagnie que tous ces imbéciles qui passaient la journée à taper contre la vitre. C'était pire que de coucher dans un placard avec pour toute visite celle de la tante Pétunia qui tambourinait à la porte pour le réveiller. Lui au moins pouvait se déplacer dans la maison. Le serpent ouvrit soudain ses petits yeux brillants. Lentement, très lentement, il leva la tête jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que celle de Harry. Et il lui fit un clin d'œil. Harry resta bouche bée. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait. Puis il adressa à son tour un clin d'œil au serpent. Le reptile fit un signe de tête en direction de l'oncle Vernon et de Dudley. Puis il leva les yeux au plafond. Il semblait dire à Harry « J'ai droit à ça sans arrêt. » Le reptile fit un signe de tête. Pardon. Je reprends. Le reptile fit un signe de tête en direction de l'oncle Vernon et de Dudley. Puis il leva les yeux au plafond et il semblait dire à Harry « J'ai droit à ça sans arrêt. » Le reptile fait Je sais Excusez-moi, je sais, murmura Harry, sans savoir si le serpent pouvait l'entendre à travers la vitre. Ce doit être vraiment agaçant. Le serpent approuva d'un hochement de tête vigoureux. Je suis caché. D'où tu viens demanda Harry. Le serpent pointa le bout de sa queue vers le petit écriteau apposé à côté de la vitre. Boa Constrictor Brésil, dit Harry. C'était bien là-bas demanda-t-il. Le boa pointa à nouveau la queue vers l'écriteau et Harry lut la suite. Né à la ménagerie. Ah, d'accord, je comprends. Donc, tu n'as jamais été au Brésil? Tandis que le serpent confirmait d'un signe de tête, un hurlement assourdissant retentit et les fit sursauter tous les deux. Dudley! Monsieur Dursley! Regardez le serpent! Vous n'allez pas le croire! Dudley revint vers la cage en se dandinant aussi vite qu'il le pouvait. Pousse-toi de là, toi! Dit-il en donnant à Harry un coup de poing dans les côtes. Pris par surprise, Harry tomba sur le sol de ciment. Ce qui se passa ensuite fut tellement rapide que personne ne vit comment c'était arrivé. Soudain, alors qu'ils se tenaient côte à côte devant la cage de verre, Pierce et Dudley firent un bond en arrière en poussant des cris d'horreur. Harry se redressa, le souffle coupé. La vitre qui retenait le bois prisonnier avait disparu. Le long serpent se déroula rapidement et quitta sa cage en ondulant sur le sol. Pris de panique, les visiteurs du vivarium se précipitèrent alors vers la sortie en hurlant de terreur. Au moment où le serpent glissa rapidement devant lui, Harry eut l'impression d'entendre une voix basse et sifflante dire « Et maintenant, direction le Brésil. Merci, amigo. » Le gardien du vivarium était en état de choc. « La vitre, répétait-il. Où est passée la vitre ?» Le directeur du zoo en personne offrit une tasse de thé fort à la tante Pétunia et se confondit en excuses. Pierce et Dudley balbutiaient d'un air ahuri. D'après ce que Harry avait pu voir, le serpent ne leur avait fait aucun mal. Ils s'étaient contentés de claquer des mâchoires tout près de leurs mollets pour s'amuser à leur faire peur. Mais quand tout le monde eut repris sa place dans la voiture de l'oncle Vernon, Dudley raconta que le beau avait failli lui arracher la jambe tandis que Pierce affirmait qu'il avait essayé de l'étouffer en se roulant autour de lui. Mais le pire pour Harry, tout au moins, ce fut lorsque Pierce, qui s'était un peu calmé, dit « Harry a parlé au serpent. Pas vrai, Harry ?» L'oncle Vernon attendit que Pierce fût rentré chez lui pour s'en prendre à Harry. Sa fureur était telle qu'il pouvait à peine parler. Il parvint seulement à dire « File, placard, pas bouger, rien à manger. » Puis il s'effondra dans un fauteuil et la tante Pétunia se hâta d'aller lui chercher un grand verre de cognac. Beaucoup plus tard, Harry, allongé dans son placard, se désolait de ne pas avoir de montre. Il n'avait aucune idée de l'heure et il ne savait pas si les Dursley étaient déjà couchés. Tant qu'il ne dormait pas, il ne pouvait pas se risquer dans la cuisine pour aller chercher discrètement quelque chose à manger. Il avait passé 10 ans chez les Dursley, 10 années sinistres depuis que ses parents étaient morts dans cet accident de voiture, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il ne se souvenait pas d'avoir été dans la voiture lorsque ses parents avaient été tués. Parfois, seul dans son placard, il fouillait dans ses souvenirs pendant des heures entières et d'étranges visions émergeaient dans sa mémoire. Il revoyait un éclair aveuglant de lumière verte et se souvenait d'une brûlure douloureuse sur le front. C'était sans doute le choc de l'accident, pensait-il, bien qu'il n'eût aucune idée de l'origine de la lumière verte. Il ne se rappelait rien de ses parents.
Son oncle et sa tante ne lui en parlaient jamais. Et bien entendu, il n'avait pas le droit de poser de questions à leur sujet. Il n'y avait même aucune photo d'eux dans la maison. Lorsqu'il était plus jeune, Harry avait souvent rêvé qu'un parent lointain et inconnu vienne le chercher et l'emmène avec lui. Mais cela n'était jamais arrivé. Les Dursley étaient sa seule famille. Parfois, cependant, il semblait, ou peut-être était-ce un simple espoir, que des gens qui le croisaient au dehors le reconnaissaient. C'était d'ailleurs des gens très étranges. Un jour, un homme minuscule, coiffé d'un chapeau de haute forme violet, s'était incliné devant lui pendant qu'il faisait des courses avec Dudley et la tante Pétunia. Après lui avoir demandé, d'un air furieux, s'il connaissait cet homme, la tante Pétunia s'était dépêchée de les faire sortir du magasin sans avoir rien acheté. Un autre jour, dans un bus, une vieille femme échevelée, toute habillée de vert, lui avait fait de grands signes de la main. Récemment encore, un homme chauve dans un long manteau pourpre lui avait serré la main dans la rue, puis était reparti sans dire un mot. Le plus étrange, c'était que tous ces gens semblaient disparaître dès que Harry essayait de les regarder de plus près. À l'école, Harry n'avait pas d'amis. Tout le monde savait que la bande de Dudley détestait Harry Potter, avec ses vêtements trop grands et ses lunettes cassées. Et personne n'avait envie de déplaire à la bande de Dursley. Ouh, petite pause. Ah, ah, yes. Ah, ça mon chat? T'es posé dans le Banks ou quoi? Purée, j'ai pas de mouchoir, c'est la merde. Ça va, Walby? Au calme? Tu aimes bien ma petite lecture ou quoi? Moi j'arrive, faut que j'aille chercher un mouchoir. Boys. Ça mon chat? Aïe, oh mon Dieu, bien là ma beauté. Ça va mon bibou? Et regardez, ça c'est Patmol. Patmol, le chat sorcier. Oui, oui, oui. Et je sais que Patmol c'est un chien de base, mais j'allais pas l'appeler Patenron parce qu'il est pas rond. Et comme il est noir et gris, comme Patmol, et bah, du coup je l'appelais Patmol. Voilà, c'est mon petit bibou. C'est mon petit bibou. Oui, 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 gros bisou du bibou. Lou, 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 lou. Hop. Allez, c'est parti, on fait le chapitre 3. Let's go! Tu perds tes poils, mon chat. Hop. Ce chat est fou. C'est un mi-chat, mi-mouton. Il fait des sauts de cabri, c'est rigolo. Chapitre 3. 3, 3, 3. Chapitre 3, qui a pour nom. Qui a pour nom. Les lettres de nulle part. Excusez-moi, en même temps, je cherche quelque chose. I'm sorry. Marron. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Tu veux te battre? Un problème? Tu veux la guerre? Ah! You wanna fight with me, baby? Monte sur une chaise, pose-toi. Alors, chapitre number 3. Maintenant, on y va, c'est parti. La fuite du boa brésilien valut à Harry la plus longue punition qu'il eût jamais reçue. Lorsqu'il fut enfin autorisé à ressortir de son placard, les vacances d'été avaient déjà commencé et Dudley avait eu le temps de casser son nouveau caméscope, d'écraser au sol son avion radiocommandé et d'étraîner son vélo de course en renversant Madame Fig qui traversait Private Drive avec ses béquilles. Harry était content que l'école ait pris fin, mais il n'arrivait pas à échapper à la bande de Dudley qui venait chaque jour à la maison. Pierce, Dennis, Malcolm et Gordon étaient tous grands et stupides,
Mais comme Dudley était encore plus grand et plus bête qu'eux, c'était lui qui était le chef. Et les autres étaient ravis de pratiquer le sport préféré de Dudley, la chasse au Harry. C'est pourquoi Harry passait le plus de temps possible hors de la maison à se promener dans les environs en pensant à la fin des vacances qui représentait pour lui une minuscule lueur d'espoir. Car en septembre, il entrerait au collège. Et pour la première fois de sa vie, il ne serait plus dans la même école que Dudley. Dudley irait à Smelting, un collège privé où l'oncle Vernon avait fait ses études. Pierce Polky s'y était inscrit, lui aussi. Harry, pour sa part, devrait se contenter du collège du quartier. Dudley en était ravi. Là où tu vas, on met la tête des nouveaux dans le trou des toilettes, dit-il à Harry. Si tu veux t'entraîner, monte avec moi dans la salle de bain. Non merci, répondit Harry. Ces pauvres toilettes n'ont jamais vu quelque chose d'aussi atroce que ta tête. Ça les rendrait malades. Et il prit aussitôt la fuite avant que Dudley ait compris ce qu'il avait dit. Un jour de juillet, la tante Pétunia emmena Dudley à Londres pour lui acheter l'uniforme de sa nouvelle école. Elle déposa Harry chez Madame Fig, qui fut moins pénible qu'à l'ordinaire car elle s'était cassé la jambe en trébuchant sur un de ses chats, ce qui avait quelque peu refroidi la passion qu'elle leur portait habituellement. Harry fut même autorisé à regarder la télévision, en mangeant un gâteau au chocolat qui avait dû séjourner quelques années au fond d'un placard. Le soir, Dudley parada dans le salon pour montrer à toute la famille ses habits flambant neufs. Un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange et un canotier. Les élèves de Smelting avaient également une canne dont ils se servaient pour se taper dessus quand les professeurs ne les voyaient pas. C'était, paraît-il, une façon de se forger le caractère. En contemplant son fils ainsi accoutré, l'oncle Vernon déclara que c'était le plus beau jour de sa vie. Et la tante Pétunia éclata en sanglots en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que ce garçon était si grand, si élégant, et que c'était son petit Dudley Nouchet. Harry préféra ne rien dire. Il avait l'impression de s'être déjà fait les deux côtes à force de réprimer son sourire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, une odeur pestilentielle se dégageait d'une grande bassine posée dans l'évier de la cuisine. Harry s'approcha et vit de vieux vêtements qui flottaient dans une eau grisâtre. Qu'est-ce que c'est demanda-t-il à la tante Pétunia. Elle passa les lèvres, choquée qu'il ait l'audace de poser la question. C'est ton nouvel uniforme, dit-elle. Ah bon s'étonna Harry en regardant à nouveau la bassine. Je ne savais pas qu'il fallait le faire tremper dans l'eau. Ne fais pas l'idiot, répondit sèchement la tante Pétunia. J'ai teint en gris des vieilles affaires de Dudley. Ça te suffira bien comme uniforme, il ne sera guère différent des autres. Harry en doutait, mais il était inutile de discuter. Il se demanda à quoi il ressemblerait le jour de la rentrée. On aurait dit des morceaux de peau arrachés à un vieil éléphant. Dudley et l'oncle Vernon entrèrent dans la cuisine en fronçant le nez à cause de l'odeur qui répandait la bassine. L'oncle Vernon ouvrit son journal comme à l'ordinaire, et Dudley donna sur la table un coup de sa canne dont il ne se séparait plus. Ils entendirent alors le facteur glisser le courrier dans la boîte aux lettres de la porte d'entrée. Va chercher le courrier, Dudley, dit l'oncle Vernon sans lever le nez de son journal. Harry n'a qu'à y aller, dit Dudley. Va chercher le courrier, Harry. Dudley n'a qu'à y aller, dit Harry. Donne-lui un coup de canne, Dudley. J'aime bien, c'est rigolo. Harry évita la canne et alla chercher le courrier. Il y avait 3 lettres. Une carte postale de Marge, la sœur de l'oncle, Vernon, qui était en vacances sur l'île de White. Une enveloppe de papier Kraft qui devait être une facture et une lettre pour Harry. Harry la contempla bouche bée. Son cœur faisait de grands bonds dans sa poitrine, comme une balle en caoutchouc. De toute sa vie, personne jamais ne lui avait écrit. D'ailleurs, qui aurait pu le faire? Il n'avait pas d'amis, pas de parents, autres que son oncle et sa tante. Il n'était même pas inscrit à la bibliothèque, ce qui lui évitait de recevoir des mots désagréables exigeant le retour des livres empruntés. Et pourtant, il avait entre les mains une lettre dont l'adresse ne pouvait prêter à confusion. Monsieur Harry Potter, dans le placard sous l'escalier, 4 Privet Drive, Little Winning, Surrey. L'enveloppe, lourde et épaisse, était faite d'un parchemin jauni et l'adresse était écrite à l'encre vert émeraude. Il n'y avait pas de timbre. En retournant l'enveloppe, les mains tremblantes, Harry vit un seau de cire frappé d'un écusson qui représentait un aigle, un lion, un blaireau et un serpent entourant la lettre P. Dépêche-toi, mon garçon, cria l'oncle Vernon dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes s'il n'y a pas de lettre piégée? Sa plaisanterie le fit éclater de rire. Harry reprit le chemin de la cuisine, sans quitter l'enveloppe des yeux. Il donna à l'oncle Vernon la carte postale et la facture, puis il s'assit et entreprit de décacheter l'enveloppe jaune.
L'oncle Vernon poussa un grognement dégoûté en ouvrant l'enveloppe de la facture et lut ce qui était écrit au dos de la carte postale. Marge est malade, dit-il à la tante Pétunia. Elle a mangé un drôle de coquillage. Papa s'écria soudain Dudley. Papa, regarde Harry a reçu quelque chose. Harry était sur le point de déplier sa lettre, écrite sur un parchemin semblable à celui de l'enveloppe, lorsque l'oncle Vernon la lui arracha des mains. C'est à moi protesta Harry en essayant de la reprendre. Qui donc t'écrirait dit l'oncle Vernon d'un ton plein de mépris. D'une main, il secoua la lettre pour la déplier. Puis il y jeta un coup d'œil. Son teint passa alors du rouge au vert, plus vite qu'un feu de signalisation. Il n'en resta pas là. En quelques secondes, il était devenu d'un gris pâle de vieux porridge. Pétunia balbutia l'oncle Vernon. Dudley essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon la tenait hors de portée. Il la donna à la tante Pétunia, qui en lut la première ligne d'un air intrigué. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'évanouir, et porta la main à sa gorge d'où s'échappa un borborigme étouffé. Vernon! Oh mon Dieu, Vernon! Ils se regardèrent comme s'ils avaient oublié que Harry et Dudley étaient avec eux dans la cuisine. Dudley n'avait pas l'habitude qu'on lui manifeste une telle indifférence, et il donna un coup sec canne sur la tête de son père. Je veux lire cette lettre, dit-il d'une voix forte. C'est moi qui veux la lire, intervint Harry. Elle est à moi. Sortez d'ici tous les deux, dit l'oncle Vernon d'une voix grinçante, en remettant la lettre dans l'enveloppe. Harry ne bougea pas. Je veux ma lettre hurla-t-il. Laissez-moi voir, exigea Dudley. Dehors rugit l'oncle Vernon. Il prit Harry et Dudley par la peau du cou et les poussa dans le couloir en claquant la porte de la cuisine sur eux. Harry et Dudley engagèrent aussitôt un combat féroce mais silencieux pour savoir qui écouterait au trou de la serrure ce qui allait se dire dans la cuisine. Ce fut Dudley qui l'emporta. Harry, s'élunant en bataille, s'allongea alors à plat ventre pour écouter par l'interstice entre le bas de la porte et le sol. Mais qu'est-ce que tu veux là, toi? Coucou. Vernon, dit la tante Pétunia d'une voix tremblante. Regarde l'adresse. Comment ont-ils pu savoir où il couche? Tu crois qu'ils surveillent la maison? Ils nous surveillent, nous espionnent, peut-être même qu'ils nous suivent, marmonna furieusement l'oncle Vernon. Qu'allons-nous faire, Vernon? Est-ce qu'il faut leur répondre? Leur dire que nous ne voulons pas? Harry apercevait les chaussures noires bien serrées de l'oncle Vernon, qui faisait les 100 pas dans la cuisine. Non, dit-il enfin. On ne va pas y faire attention. S'ils ne reçoivent pas de réponse, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous n'allons rien faire du tout. Mais je ne veux pas de ça dans la maison, Pétunia. Souviens-toi, quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés de refuser toutes ces idioties. C'est beaucoup trop dangereux. Le soir, en revenant du travail, l'oncle Vernon fit quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Il alla voir Harry dans son placard. Où est ma lettre demanda Harry au moment même où l'oncle Vernon se faufilait dans le placard. Qui est-ce qui m'a écrit? Personne. La lettre t'a été adressée par erreur, répondit l'oncle Vernon. Je l'ai brûlée. Ce n'était pas une erreur, protesta Harry avec colère. Il y avait l'adresse de mon placard sur l'enveloppe. Silence cria l'oncle Vernon. 2 araignées tombèrent du plafond. Il respira profondément à plusieurs reprises, puis il se força à sourire, d'un sourire qui avait l'air singulièrement douloureux. Justement, Harry, au sujet de ce placard. Ta tante et moi, nous avons réfléchi. Tu commences à devenir un peu trop grand pour rester ici. Nous avons peut-être qu'il serait préférable que tu déménages dans la deuxième chambre de Dudley. Pourquoi demanda Harry. Ne pose pas de questions, répliqua sèchement son oncle. Prends tes affaires et monte là-haut. Il y avait 4 chambres dans la maison des Dursley. Une pour l'oncle Vernon et la tante Pétunia, une chambre d'Harry, une où Dudley dormait et une autre où Dudley mettait ses jouets et tout ce qui n'entrait pas dans la première. Un seul voyage suffit à Harry pour transporter toutes ses affaires dans la chambre. Il s'assit sur le lit et regarda autour de lui. Presque tous les objets qu'il voyait étaient cassés. Le caméscope était posé sur un char d'assaut à pédales avec lequel Dudley avait écrasé le chien du voisin. Dans un coin, il y avait la première télévision de Dudley qu'il avait éventrée d'un coup de pied un jour où son émission préférée avait été annulée. Il y avait aussi une grande cage dans laquelle avait vécu autrefois un perroquet que Dudley avait échangé contre une carabine à écran comprimé. La carabine posée sur une étagère était complètement tordue depuis le jour où Dudley s'était assis dessus. Les autres étagères étaient remplies de livres. C'étaient les seules choses auxquelles il semblait n'avoir jamais touché. Du rez-de-chaussée montaient les hurlements de Dudley qui s'adressait à sa mère. « Je ne veux pas de lui là-dedans !» criait-il. « J'ai besoin de cette chambre. Fais-le sortir !» Harry soupira et s'étendit sur le lit. La veille, il aurait donné n'importe quoi pour avoir cette chambre. Aujourd'hui, il aurait mieux aimé rester dans son placard avec sa lettre, plutôt que d'être ici sans avoir le droit de la lire. Pendant le petit déjeuner du lendemain, tout le monde resta silencieux. Dudley était en état de choc. Il s'était égosillé, avait frappé son père
avec sa canne, s'était fait vomir exprès, avait donné des coups de pied à sa mère et jeté sa tortue à travers le toit de la serre sans parvenir à récupérer sa chambre. Harry repensait à ce qui s'était passé la veille à la même heure et il regrettait amèrement de n'avoir pas ouvert sa lettre pendant qu'il était encore dans le hall d'entrée. L'oncle Vernon et la tante Pétunia échangeaient de sombres regards. Lorsque le courrier arriva, l'oncle Vernon, qui s'était efforcé de se montrer aimable avec Harry, envoya Dudley le chercher. Ils l'entendirent donner des coups de canne un peu partout sur son chemin, puis il se mit à hurler. « Il y en a une autre! Monsieur Harry Potter, dans la plus petite chambre du 4 Private Drive !» L'oncle Vernon poussa un cri étranglé, se précipita dans le hall d'entrée, Harry sur ses talons. L'oncle Vernon dut se battre avec Dudley et le faire tomber par terre pour essayer de lui arracher la lettre. Ce qui était d'autant plus difficile que Harry avait attrapé l'oncle Vernon par derrière en lui serrant le cou. Après quelques instants d'un furieux combat, au cours duquel chacun prit de nombreux coups de canne, l'oncle Vernon se releva, le souffle court, la main crispée sur la lettre destinée à Harry. « Va dans ton placard, je veux dire dans ta chambre, dit-il à Harry, d'une voix rauque. Et toi, Dudley, va-t'en, file !» Inlassablement, Harry faisait les 100 pas autour de sa chambre. Quelqu'un savait qu'il avait déménagé de son placard, et semblait également savoir qu'il n'avait pas reçu la première lettre. Cela signifiait sûrement qu'ils essaieraient encore. Et cette fois, il s'arrangerait pour que la lettre lui parvienne. Il avait un plan. Le lendemain matin, le vieux réveil à pistolet sonna à 6 heures. Harry arrêta aussitôt la sonnerie, et s'habilla en silence pour ne pas réveiller les Dursley. Puis il descendit l'escalier sans faire le moindre bruit et sans allumer les lumières. Il allait attendre que le facteur arrive au coin de Private Drive et lui demander de lui donner les lettres du numéro 4 en premier. Le cœur battant, il traversa le hall d'entrée en direction de la porte. Ah! Harry fit un bond. Il venait de marcher sur une grosse chose molle étalée devant la porte, une chose vivante. Des lumières s'allumèrent au premier étage et il se rendit compte avec horreur que la grosse chose molle était en réalité la tête de son oncle. L'oncle Vernon avait passé la nuit devant la porte dans un sac de couchage pour empêcher Harry de réussir ce qu'il avait tenté de faire. Après l'avoir traité de tous les noms pendant près d'une demi-heure, l'oncle Vernon ordonna à Harry d'aller lui préparer une tasse de thé. Découragé, Harry s'en alla dans la cuisine en traînant des pieds. Lorsqu'il revint, le courrier était déjà entre les mains de son oncle. Il aperçut 3 lettres à l'encre verte qui lui étaient adressées. « Je veux, mais... » commença-t-il, mais l'oncle Vernon était déjà en train de déchirer les lettres sous ses yeux. Ce jour-là, l'oncle Vernon n'alla pas travailler. Il resta à la maison et cloua une planche devant la boîte aux lettres. « S'ils n'arrivent pas à nous les faire parvenir, ils finiront par laisser tomber, dit-il à Madame Dudley, la bouche pleine de clous. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose, Vernon. Pétunia, ces gens-là sont très différents de nous. Ils ne raisonnent pas comme toi et moi, répliqua-t-il en essayant de planter un clou avec le morceau de cake que la tante Pétunia venait de lui apporter. Le vendredi, 12 lettres pour Harry arrivèrent. Comme la boîte aux lettres était inutilisable, elles avaient été glissées tout autour de la porte et l'une d'elles avait même été introduite à travers un vasistas dans les toilettes du rez-de-chaussée. Ce jour-là également, l'oncle Vernon resta à la maison. Après avoir brûlé toutes les lettres, il reprit son marteau et ses clous et boucha à l'aide des planches tous les interstices autour des portes de devant et de derrière, si bien que personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Le samedi, la situation devint incontrôlable. 24 lettres destinées à Harry furent introduites à l'intérieur de la maison. Elles avaient été roulées et dissimulées à l'intérieur des 2 douzaines d'œufs que le livreur, passablement déconcerté, leur avait passés par la fenêtre du salon. Ça, c'est une scène coupée dans Harry Potter 1, en version longue. On a cette scène, incroyable d'ailleurs, très drôle. « Mais qui peut bien avoir envie de t'écrire à ce point ?» demanda Dudley abasourdi. Le dimanche matin, l'oncle Vernon avait l'air fatigué et malade lorsqu'il s'assit à table pour le petit déjeuner. Mais il paraissait heureux malgré tout. « La poste ne fonctionne pas le dimanche, dit-il d'un ton joyeux en étalant consciencieusement de la marmelade sur son journal. Aujourd'hui, pas de lettres. » Au même moment, quelque chose tomba dans le conduit de la cheminée avec un sifflement sonore, et il sentit un coup derrière la tête. Un paquet venait d'exploser dans le foyer de la cheminée en projetant une quarantaine de lettres qui volaient dans la cuisine comme des boulets de canon.
Les Dursley se baissèrent pour éviter les projectiles, tandis que Harry essayait d'en attraper un au vol. Dehors! Dehors! L'oncle Vernon saisit Harry par la taille et le projeta dans le hall d'entrée. Puis dès que Dudley et la tante Pétunia eurent pris la fuite en se protégeant le visage de leurs bras, il claqua la porte de la cuisine. Derrière le panneau, on entendait les lettres qui continuaient de voler en rebondissant contre les murs et le carrelage. Cette fois-ci, ça suffit, déclara l'oncle Vernon, qui s'efforçait de parler d'une voix calme tout en arrachant des touffes de poils de sa moustache. Je veux tout le monde prêt à partir dans 5 minutes. On s'en va. Emportez simplement quelques vêtements et pas de discussion. Il paraissait tellement menaçant avec sa moustache dégarnie que personne n'osa plus faire un geste. 10 minutes plus tard, après avoir arraché les planches qui condamnaient la porte, ils montèrent dans la voiture qui fonça vers l'autoroute. Dudley pleurnichait à l'arrière à cause du coup que son père lui avait donné sur la tête pour les avoir retardés en voulant à tout prix emporter sa télévision, son magnétoscope et son ordinateur dans son sac de sport. Ils roulèrent, roulèrent, roulèrent. La tante Pétunia elle-même n'osait pas demander à son mari où il comptait les emmener. De temps à autre, l'oncle Vernon faisait demi-tour et repartait dans la direction opposée. On va les semer, on va les semer, marmonnait-il. Ils roulèrent ainsi toute la journée sans perdre le temps de s'arrêter pour boire ou manger quelque chose. À la tombée du jour, Dudley poussa de longs hurlements. Il avait faim. Il avait raté 5 émissions de télévision qu'il tenait absolument à voir, et il n'avait jamais passé autant de temps sans pulvériser un extraterrestre sur son ordinateur. L'oncle Vernon arrêta enfin la voiture devant un hôtel sinistre dans la banlieue d'une grande ville. Dudley et Harry partagèrent une chambre avec des lits jumeaux et des draps humides qui sentaient le moisi. Dudley passa la nuit à ronfler, tandis que Harry, assis sur le rebord de la fenêtre, regardait les phares des voitures. « Salut, canard Puma, ça va et toi ?» Qui passait dans la rue. Il se posait des questions. Au matin, on leur servit des cornflakes rassis et des toasts froids, recouverts de vieilles tomates en boîte. La patronne de l'hôtel s'approcha alors de leur table. « Mande pardon, est-ce qu'il y aurait un monsieur Potter parmi vous? Parce que j'en ai une centaine comme ça à la réception. » Elle tenait à la main une enveloppe sur laquelle on pouvait lire cette adresse écrite à l'encre verte. Monsieur Harry Potter, chambre 17, Hôtel du Rail, Carbonne-les-Mines. Harry essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon l'en empêcha d'un geste de la main. La patronne les regardait d'un air ahuri. « Je m'en occupe, dit l'oncle Vernon en se levant et en suivant l'hôtelière hors de la salle à manger. Et si nous rentrions à la maison, suggéra timidement la tante Pétunia quelques heures plus tard. Mais l'oncle Vernon ne semblait pas l'avoir entendu. Personne ne comprenait ce qu'il cherchait. Il les conduisait au milieu d'une forêt, sortit de la voiture, inspecta les alentours, hocha la tête, puis remonta dans la voiture et ils repartirent. Il recommença ensuite le même manège au beau milieu d'un champ, entre un pont suspendu et un parking à étages. Mais si ça va très bien, tu m'envoies ravi, canard. Est-ce que la lecture est bonne? Continuons. Vers la fin de l'après-midi, l'oncle Vernon s'arrêta dans un village du bord de mer, enferma tout le monde dans la voiture et s'en alla. Papa est devenu fou. La pluie commença à tomber. J'ai pas compris. On recommence. La pluie commença à tomber. De grosses gouttes martelaient le toit de la voiture. Dudley pleurnichait bruyamment. C'est lundi, dit-il à sa mère, le jour de mon émission préférée. Je veux qu'on aille quelque part où il y aura une télévision. Lundi! On pouvait faire confiance à Dudley et ne se tromper jamais dans les dates, à cause des programmes de télévision. Harry se souvint tout à coup que le mardi suivant, c'est-à-dire le lendemain, ce serait le jour de son 11e anniversaire. Ah, si tu veux, je peux lire moins vite. C'est dérangeant que je lise vite. Enfin, j'essaye de mettre du rythme, en fait, surtout. Oh, bien sûr, cet anniversaire n'avait rien de bien réjouissant. L'année précédente, les Dursley lui avaient offert un cintre et une paire de vieilles chaussettes qui avaient appartenu à l'oncle Vernon, mais quand même, on n'avait pas 11 ans tous les jours. En même temps, on n'a pas 12 ans tous les jours, on n'a pas 13 ans tous les jours, on n'a pas 14 ans tous les jours. C'est qu'une fois dans ta vie, comme tous les âges que tu as. À part si tu as un bouton rewind, donc on peut revenir en arrière, mais ça n'existe pas. Anyway, j'ai trouvé l'endroit idéal, dit-il. Allez, venez, tout le monde dehors. Dehors, il faisait très froid. L'oncle Vernon montra du doigt un gros rocher qui émergeait à bonne distance de la côte. Au sommet du rocher, on distinguait une cabane misérable, à moitié en ruine. Une chose était certaine, il ne pouvait pas y avoir de télévision là-dedans. Ah, ok, ça fait plaisir. On prévoit une tempête pour cette nuit, dit l'oncle Vernon d'un ton joyeux.
Et monsieur a été assez aimable pour nous prêter son bateau. Un vieil homme édenté s'approcha d'un parède, avec un sourire à faire froid dans le dos. Il montra d'un geste de la main une vieille barque qui se balançait à la surface de la mer, d'un gris métallique. J'ai déjà acheté les provisions, dit l'oncle Vernon. Il ne reste plus qu'à embarquer. Il faisait un froid polaire au bord de la barque. La pluie et les embruns s'insinuaient dans leurs cous et un vent glacé leur fouettait le visage. Il sembla s'écouler des heures avant qu'ils n'atteignent enfin le rocher. Glissant à chaque pas sur la pierre humide, l'oncle Vernon les conduisit à la masure. L'endroit était épouvantable. Il régnait une terrible odeur d'algues. Le vent sifflait à travers les fissures des murs en planche et la cheminée humide ne comportait pas la moindre bûche. Il n'y avait que 2 pièces. Les provisions de l'oncle Vernon étaient plutôt maigres. Un paquet de chips pour chacun et 4 bananes. Il essaya de faire un feu avec des emballages de chips vides, mais ils se consumèrent ne parvenant à produire qu'un peu de fumée. C'est maintenant qu'on aimerait bien voir quelques-unes de ces lettres pour faire un bon feu, dit joyeusement l'oncle Vernon. Il était de très bonne humeur. De toute évidence, il était convaincu que personne ne parviendrait à braver la tempête pour leur apporter du courrier dans cet endroit. Harry songea qu'il avait raison, mais cette pensée ne le réjouissait guère. Lorsque la nuit tomba, la tempête annoncée se mit à souffler autour d'eux. L'écume des vagues qui se fracassaient contre les rochers inondait les murs de la cabane et un vent féroce faisait trembler les fenêtres crasseuses. La tante Pétunia dénicha quelques couvertures moisies dans l'autre pièce et fit un lait à Dudley sur le canapé rongé au mythe. Elle s'installait avec l'oncle Vernon dans un lit défoncé de la pièce voisine et Harry dut s'efforcer de trouver un endroit où le sol n'était pas trop dur. Il s'enroula alors dans la dernière couverture qui restait, la moins épaisse, la plus déchirée. La tempête devenait de plus en plus violente à mesure que la nuit avançait. Harry, couché par terre, ne parvenait pas à s'endormir. Il frissonnait en se tournant et en se retournant pour essayer de trouver une position qui ne soit pas trop inconfortable. Son ventre vide criait famine. Les coups de tonnerre qui avaient commencé à retentir autour de minuit étouffaient les ronflements de Dudley qui dormait dans le canapé. Son bras pendait par-dessus la coudoir et Harry apercevait le cadran phosphorescent de sa montre sur son poignet gras. Petite pause, c'est marrant. Dans le livre, on dit un cadran phosphorescent, alors que dans le film, c'est une montre Adidas qui fait bip 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 bip. Il se demandait également où se trouvait l'auteur des lettres en cet instant. Plus que 5 minutes, Harry entendit quelque chose grincer au dehors. Il espérait que le toit n'allait pas s'effondrer. Plus que 4 minutes. À leur retour, il y aurait peut-être tellement de lettres dans la maison de Privet Drive qu'il arriverait à en attraper une. 3 minutes. Était-ce la mer qui cognait ainsi contre le rocher? Plus que 2 minutes. Et ce craquement, qu'est-ce que c'était? Le rocher menaçait-il de s'effondrer? Plus qu'une minute et il aurait 11 ans. 30 secondes. 20. 10. 9. Et s'il réveillait Dudley rien que pour l'énerver? 3, 2, 1. Boum boum. La cabane se mit à trembler. Harry se redressa brusquement, le regard fixé sur la porte. Dehors. Quelqu'un frappait contre le panneau. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Savez-vous qui c'est? Dans le chat, répondez-moi. À votre avis, qui tape à la porte? Qui? Dites-moi si vous êtes encore là. Oh, j'adore lire à haute voix. J'adore jouer. Ah, et du coup, ça va être tous les matins comme ça. Tous les matins, on va faire ça. Je vais faire un matin lecture. Voilà, le matin lecture tous les matins. Pour les gens qui ont besoin de se faire du bien le matin, quoi. Bah non, mais tranquille. Bah c'est trop bien, mais du coup, justement, là, je lis. Bah, c'est dommage que t'es pas arrivé au début parce que j'ai déjà lu 3 chapitres. Mais bah, c'est cool, comme ça au moins tu peux apprécier. Tu peux apprécier. Et ça pourra peut-être te donner envie de soit les regarder, soit de les lire. Personnellement, je te conseillerais d'abord de les lire avant de les voir. Après, si t'es plus du genre film que lecture, bah regarde les films, tu vois. Mais il faut vraiment les lire en vrai. Parce que il y a des détails qu'on n'a pas du tout dans le livre. Et dans le film, ils font des trucs à leur sauce. Tu vois. Donc voilà. Plein de choses comme ça. Genre Vernon qui a les yeux bleus dans le livre, il a les yeux marrons dans le film, par exemple.
Il y a que Dudley en vrai qui est bien fait. En sachant que Dudley n'est même pas blond, mais brun dans le film. C'est comme Pétunia, c'est pareil. Pétunia, elle est censée être blonde. Sauf que dans le film, elle est brune. Peut-être pour rappeler un peu le roux de Lily. Car le roux, c'est la dernière phase colorée du cheveu brun, en fait. Du cheveu noir. Donc voilà. Bon, fort bien. Alors, je lis peut-être un dernier chapitre. Et je pense que je vais arrêter. Pour ce matin, en tout cas, parce que le matin lecture ne dure pas jusque 13 h. Et du coup, non, c'est pas une honte en vrai. C'est peut-être juste, je sais pas t'as quel âge. Moi, j'ai 33 ans. J'ai grandi avec Harry Potter. Donc, je suis tombé dedans, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est normal. Pour moi, rien d'incroyable. Ah, c'est pour ça. Tiens, Mino. Tiens, Mino. T'es plutôt dans l'ère des créatures fantastiques, quoi, des animaux fantastiques. Pas dans Harry Potter. Mais regardez, regardez, regardez. En vrai, regardez. Regardez, et puis voilà, tu vas kiffer. Bon, je pense. Après, c'est peut-être pas ton style de film non plus, hein. Ça dépend, tu vois. Ça dépend. Ah, du coup, bon, allez, on va introduire Hagrid. Ah, débat. Ta tante, elle a quel âge? Ça se trouve, elle a mon âge. Mais en fait, le truc, tu vois, c'est que justement, alors, c'est cassette vidéo, je pense pas cassette audio, du coup. Mais, par exemple, les livres audio, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, je lis là, parce que je trouve que le gars je crois que c'est Bernard Giraudot, je crois, quelque chose comme ça. C'est un comédien, un acteur, je me rappelle plus. Et il lit Harry Potter, en fait. C'est lui qui fait les lectures des livres audio. Et en fait, je trouve que c'est trop enfantin, tu vois. Genre, Harry Potter, c'est pas enfantin en vrai, tu vois. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, malgré qu'il ait 11 ans, le gamin, il a 11 ans, mais il a vécu des trucs de fou pour un gamin de 11 ans, tu vois. Et donc voilà, quoi, c'est super ouf, quoi. Putain, mais Arthur, ta tante, elle a 60 piges. Donc du coup, quand elle avait 45 ans, par là, à peu près, elle a connu Harry Potter. Peut-être même avant, parce que c'est sorti en 97, je crois. Et du coup, elle a kiffé. Mais ouais, du coup, le livre audio n'est vraiment pas ouf. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de lire comme ça. Et je trouve que, en vrai, je m'en sors mieux. Même si j'ai pas trop de voix en ce moment. Mais du coup, ouais, regarde les films. En vrai, franchement, lis les livres. Si t'aimes bien lire, si tu aimes bien lire, lis. Achète-le en livre de poche et lis-le. Vraiment, vraiment. Les un les 2 3 4 5 6 7. Ok. Et après, tu peux même lire la pièce de théâtre derrière. Et puis voilà, tout simplement. D'ailleurs, pièce de théâtre que L'Enfant Maudit, que je vais sûrement lire, je pense. Faudrait juste que je retrouve le livre, c'est tout. Oh, voilà. Ce qui est bien, c'est que en fait, Harry Potter 1, pour ceux qui aiment pas trop lire, il a pas énormément de pages, quoi, tu vois. Concrètement, il a, voilà, en tout, toute l'histoire se déroule sur 232 pages. C'est pas quelque chose d'incroyable. Du coup, allez, on introduit Hagrid, on va jusqu'au chapitre 5 et on arrêtera pour le matin lecture. On va reprendre la dernière phrase de l'avant-dernier chapitre. La cabane se mit à trembler. Harry se redressa brusquement, le regard fixé sur la porte. Dehors, quelqu'un frappait contre le panneau. Boum boum! On frappa à nouveau. Dudley se réveilla en sursaut. C'était un coup de canon? Demanda-t-il bêtement. Il y eut un grand bruit derrière eux et l'oncle Vernon entra dans la pièce en glissant par terre. Il tenait un fusil à la main. À présent, il savait ce que contenait le long paquet qu'ils avaient eu sous le bras la veille. Qui est là? Cria-t-il. Je vous préviens, je suis armé. Il y eut un instant de silence. Ouh! Et des animés qui font 300 pages? Ah, damn. Il y eut un instant de silence, puis crac! On cogna sur la porte avec tant de force qu'elle fut arrachée de ses gonds et tomba à plat sur le sol dans un fracas assourdissant. Un véritable géant se tenait dans l'encadrement.
Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmêlés et par une grande barbe broussailleuse. Mais on voyait distinctement ses yeux qui brillaient comme deux scarabées noirs au milieu de ce foisonnement. Le géant se glissa à l'intérieur de la masure en inclinant la tête pour ne pas se cogner contre le plafond. Il se pencha, ramassa la porte et la remit sans difficulté sur ses gonds. Au dehors, le vacarme de la tempête s'était un peu atténué. Si vous aviez une tasse de thé, ce ne serait pas de refus, dit le géant. Le voyage n'a pas été facile. Il s'avança vers le canapé où Dudley était resté assis, pétrifié de terreur. Bouge-toi un peu, gros tas, dit-il. Dudley poussa un petit cri et courut se réfugier derrière sa mère, tout aussi terrifiée qu'il se cachait elle-même derrière l'oncle Vernon. Et voilà, Harry, dit le géant. Harry leva la tête vers son visage hirsute et vit de petites rides apparaître autour de ses yeux en forme de scarabée. Le géant souriait. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé, dit-il. Tu ressembles beaucoup à ton père, mais tu as les yeux de ta maman. Donc le Vernon laissa échapper un drôle de grognement. Monsieur, j'exige que vous sortiez d'ici immédiatement, dit-il. Vous avez commis une violation de domicile avec effraction. Ah, ça suffit, Dursley, espèce de vieux pruneau, dit le géant. Il tendit le bras, arracha le fusil des mains de l'oncle Vernon, fit un nœud avec le canon si facilement que s'il avait été en caoutchouc et le jeta dans un coin de la pièce. Par exemple, dans le film, ça se passe pas du tout comme ça. Dans le film, Vernon met en joue Hagrid. Hagrid prend le canon de ses mains, plie le canon vers le haut, un coup de feu part et perce le plancher de la chambre où la tante Pétunia et l'oncle Vernon dorment. Ah, ils dorment plus vu qu'ils sont debout, évidemment. My God. Je te souhaite un bon anniversaire, Harry, dit le géant en tournant le doigt au Dursley. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai dû m'asseoir un peu dessus pendant le voyage, mais ce doit être très bon quand même. Il tira d'une poche de son manteau noir une boîte en carton légèrement aplatie. Harry l'ouvrit en tremblant et découvrit à l'intérieur un gros gâteau au chocolat, un peu fondu, sur lequel était écrit avec un glaçage vert « Joyeux anniversaire, Harry ». Harry leva les yeux vers le géant. Il aurait voulu lui dire merci, mais les mots se perdirent dans sa gorge et il s'entendit demander « Qui êtes-vous » Le géant eut un petit rire. C'est vrai, je ne me suis pas présenté, dit-il. Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Il tendit une énorme main et serra celle de Harry en lui secouant le bras. Et ce thé faudrait peut-être y penser, dit-il en se frottant les mains. Remarquez, si vous avez quelque chose de plus fort, je ne serai pas contre. Son regard tomba sur la cheminée vide. En voyant les paquets de chips calcinés, il poussa un grognement et se pencha sur l'âtre. Personne ne put voir ce qu'il faisait. Mais quand il se releva un instant plus tard, un feu d'enfer ronflait dans la cheminée, projetant des lueurs dansantes dans la cabane humide. Harry sentit la chaleur se répandre autour de lui, comme s'il venait de plonger dans un bain tiède. Le géant se rassit sur le canapé qui s'écrasa sous son poids, et sortit toutes sortes d'objets de sa poche. Une bouilloire en cuivre, un paquet de saucisses, un tisonnier, une théière, des tasses ébréchées et une bouteille qui contenait un liquide ambré dont il avala une gorgée avant de préparer le thé. Bientôt, l'odeur des saucisses grillées, qu'on entendait grésiller dans la cheminée, se répandit dans la cabane. On est chez les hobbits. Tout le monde resta immobile et silencieux pendant que le géant s'affairait. Mais lorsqu'il fit glisser du tisonnier 6 grosses saucisses bien juteuses et légèrement brûlées, Dudley commença à frétiller. Dudley ne toucha rien de ce qu'il te donnera, dit sèchement l'oncle Vernon. Le géant eut un petit rire narquois. Votre gros lard de fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dursley. Ne vous inquiétez pas. Il donna les saucisses. Stop, pousse. Grossophobe un peu. Grossophobie un peu. Je trouve qu'il y a de la grossophobie. Mais tranquille. Tranquille. On reste amoureux de ce qu'il faut. Du coup, il donna les saucisses à Harry, qui avait tellement faim que rien ne lui avait jamais paru aussi délicieux. Mais il n'arrivait pas à détacher ses yeux du géant. Finalement, comme personne ne semblait décider à donner la moindre explication, il rompit le silence. Je suis désolé, dit-il. Mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. À la vôtre. On la voit pas, on la voit pas. Il voudra pas correctement. Il manque de la lumière. Ah. NT froid, c'est vraiment pas fou, hein. Ah, c'est parti.
Le géant avala une gorgée de thé et s'essuya la bouche d'un revers de main. Appelle-moi Hagrid, dit-il, comme tout le monde. Et je te l'ai dit, je suis le gardien des clés de Poudlard. Tu sais déjà ce qu'est Poudlard, j'imagine. Non, répondit Harry. Hagrid parut scandalisé. Désolé, dit précipitamment Harry. Désolé aboya Hagrid en se tournant vers les Dursley qui se tassèrent sur eux-mêmes en essayant de disparaître dans la pénombre. C'est eux qui devraient être désolés. Je savais que tu ne recevais pas les lettres, mais j'ignorais que tu n'avais même pas entendu parler de Poudlard. Tu ne t'es donc jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça? Tout ça quoi? Tout ça quoi? Tonna Hagrid. Attends un peu. Il se leva d'un bond. Sa colère était tellement qu'il semblait remplir tout l'espace de la cabane. Les Dursley étaient recroquevillés contre le mur. Vous n'allez pas me dire, rugit Hagrid, que ce garçon ne sait rien sur rien. Harry pensa qu'il exagérait. Après tout, il était allé à l'école et il avait toujours eu de bonnes notes. Je sais quand même certaines choses, dit-il. J'ai fait des mathématiques et tout ça, mais Hagrid eut un geste dédaigneux de la main. Je voulais dire que tu ne sais rien de notre monde, de ton monde, de mon monde, du monde de tes parents. Quel monde? Hagrid parut sur le point d'exploser. Dursley hurla-t-il. L'oncle Vernon, le teint livide, marmonna quelque chose qui aurait pu vouloir dire mais non, mais pas du tout. Hagrid regarda Harry d'un air effaré. Il faut absolument que tu saches qui étaient ton père et ta mère, dit-il. Ils sont célèbres. Et toi aussi, tu es célèbre. Quoi? Mais mon père et ma mère n'ont jamais été célèbres. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Hagrid passa les doigts dans ses cheveux en fixant Harry d'un air abasourdi. Tu ne sais même pas qui tu es, dit-il enfin. Oncle Vernon retrouva soudain l'usage de la parole. Ça suffit, ordonna-t-il, ça suffit, monsieur. Je vous défends de dire quoi que ce soit à ce garçon. Même un homme plus courageux que l'oncle Vernon aurait flanché devant le regard furieux qu'Hagrid lui adressa. Vous ne lui avez jamais rien dit, reprend-il en détachant chaque syllabe d'une voix tremblante de rage. Rien du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui. J'étais là. J'ai vu Dumbledore déposer la lettre Dursley. Et vous, lui avez caché ça pendant toutes ces années. Caché quoi? Dit précipitamment Harry. Ça suffit. Je vous interdis, s'exclama l'oncle Vernon pris de panique. La tante Pétunia eut une exclamation d'horreur. Je vais vous transformer en pâté tous les deux, lança Hagrid. Harry, tu es un sorcier. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent. Je suis un quoi? balbutia Harry. Un sorcier, bien sûr, dit Hagrid en s'appuyant contre le dossier du canapé, qui craqua et s'écrasa un peu plus sous son poids. Et tu deviendras un sacré bon sorcier, que tu auras un peu d'entraînement. Avec un père et une mère comme les tiens, ça ne peut pas être autrement. Mais il est temps que tu lises ta lettre. Harry tendit la main pour prendre l'enveloppe de parchemin jauni sur laquelle était écrit à l'encre vert émeraude. Monsieur Harry Potter sur le plancher de la cabane au sommet du rocher en pleine mer. Il ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. Collège Poudlard, école de sorcellerie. Directeur Albus Dumbledore. Commandeur du Grand Ordre de Merlin. Docteur S. Sorcellerie. Enchanteur en chef. Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez, 6 juin, la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Harry avait tellement de questions à poser qu'elles explosaient dans sa tête comme un feu d'artifice. Il ne savait pas par où commencer, et il s'écoula quelques minutes avant qu'il se décide enfin à parler. « Qu'est-ce que ça veut dire, nous attendons votre hibou » bredouilla-t-il. « Milgorgon, j'allais oublier » s'exclama Hagrid en se donnant sur le front une tape de la main qui aurait suffi à renverser le cheval. D'une poche intérieure de son manteau, il tira alors un hibou, un vrai hibou bien vivant, qui avait l'air un peu froissé. Une longue plume d'oie et un rouleau de parchemin. La langue entre les dents, il se mit à griffonner un mot que Harry face à lui parvint à lire, à l'envers. « Monsieur le directeur, j'ai donné sa lettre à Harry. Je l'emmène acheter ses affaires demain. Le temps est affreux, j'espère que vous allez bien. Hagrid. » Hagrid roula le billet et le donna au hibou qui le prit dans son bec. Puis il alla ouvrir la porte et jeta l'oiseau au dehors,
En pleine tempête, il revint ensuite s'asseoir sur le canapé comme si ce qu'il venait de faire n'était pas plus étonnant que de passer un coup de téléphone. Harry se rendit compte qu'il avait la bouche grande ouverte et il s'empressa de la refermer. Où en étais-je dit Hagrid. À ce moment, l'oncle Vernon, le teint toujours grisâtre, mais l'air furieux, vint se poster devant la cheminée. Il n'est pas question qu'il s'en aille, dit-il. Hagrid poussa un grognement. J'aimerais bien voir qu'un moldu dans votre genre s'avise de l'en empêcher, dit-il. Un quoi demanda Harry intéressé. Un moldu, dit Hagrid. C'est comme ça que nous appelons les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Et manque de chance, tu as grandi dans la plus incroyable famille de moldus que j'ai jamais rencontrée. Quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces balivernes, dit l'oncle Vernon. Jurés qu'on allait le débarrasser de tout ça. Un sorcier. Et puis quoi encore? Vous saviez, s'écria Harry. Vous saviez que je suis un sorcier? Nous le savions, hurla soudain la tante Pétunia d'une voix perçante. Bien sûr que nous le savions. Comment aurait-il pu en être autrement quand on sait ce que ma maudite sœur était? Un jour, elle a reçu une lettre exactement comme celle-ci, et elle est partie dans cette école. Quand elle revenait à la maison pour les vacances, elle avait les poches pleines de têtards, et elle changeait les tasses de thé en ras d'égout. J'étais la seule à la voir telle qu'elle était. Un monstre. Mais avec mon père et ma mère, il n'y en avait que pour elle. C'était Lily par-ci, Lily par-là. Ils étaient si fiers d'avoir une sorcière dans la famille. Elle s'interrompit pour respirer profondément, puis elle reprit sa tirade. On aurait dit qu'elle avait attendu des années avant d'oser dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et puis, elle a rencontré ce Potter à l'école, reprit-elle. Ils se sont mariés et tu es arrivé. Moi, je savais bien que tu serais comme eux, aussi bizarre, aussi anormal. Et pour finir, quelqu'un l'a fait exploser et on a hérité de toi. Exploser? Vous m'avez toujours dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Un accident de voiture? Rugit Hagrid en sursautant si violemment que les Dursley retournèrent se terrer dans un coin de la cabane. Comment un simple accident de voiture aurait-il pu tuer Lily et James Potter? C'est une insulte, un scandale. Harry Potter ne connaît même pas sa propre histoire, alors que dans notre monde, tous les enfants connaissent son nom. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé demanda Harry, avide de savoir. La colère disparut du visage de Hagrid. Il eut soudain l'air très mal à l'aise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, dit-il d'une voix inquiète. Quand Dumbledore m'a prévenu qu'il ne serait peut-être pas facile de te ramener, je ne me doutais pas que tu n'étais pas au courant, que tu n'étais au courant de rien. Ah, Harry, je me demande si c'est moi qui suis le mieux placé pour te révéler tout ça. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu ne peux pas aller à Poudlard sans savoir. Il lança un regard noir au Dursley. Je vais essayer de te dire ce que je peux, mais je ne pourrai pas tout dire. Il y a de grands mystères derrière tout ça. Il se laissa aller contre le dossier du canapé et contempla le feu pendant quelques instants, avant de commencer son récit. Toute l'histoire commence à cause d'un personnage qui s'appelle... C'est vraiment incroyable que tu n'aies jamais entendu son nom, alors que dans notre monde, chacun connaît. Connaît qui demanda Harry. Je n'aime pas beaucoup prononcer ce nom quand je peux l'éviter. Personne n'aime ça. Pourquoi? Nom d'une gargouille, Harry. Tout le monde a encore peur. Ah, bougre de diable, c'est tellement difficile. Voilà. Il y a un jour un sorcier qui a mal tourné. Très, très mal tourné. Pire que ça, même. Pire que tout ce qu'on peut imaginer de pire. Il s'appelait... Hagrid avala sa salive, mais aucun nom ne sortit de sa bouche. Vous pourriez peut-être l'écrire, suggéra Harry. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Bon, allons-y, il s'appelait... Voldemort. L'immense corps du géant fut parcouru d'un frisson. Ne m'oblige pas à le répéter, dit-il. Il y a une vingtaine d'années, ce sorcier a commencé à chercher des adeptes. Il a réussi à en avoir. Certains l'ont suivi parce qu'ils avaient peur. D'autres voulaient simplement profiter de son pouvoir parce que des pouvoirs, il en avait. C'était une sombre époque, Harry. On ne savait plus à qui faire confiance. On n'osait plus se lier d'amitié avec les sorciers et les sorcières qu'on ne connaissait pas bien. Il s'est passé de choses terribles. Il prenait le pouvoir sur les autres. Oh, bien sûr, il y avait encore certaines personnes qui lui résistaient. Mais il les tuait. Et d'une manière effroyable. L'un des seuls endroits où on était encore en sécurité, c'était Poudlard. Je crois bien que Dumbledore était le seul qui arrivait à faire peur à tu sais qui. Il n'a jamais osé s'attaquer à l'école. Pas à ce moment-là, en tout cas. Ton père et ta mère étaient d'excellents sorciers. Toujours premiers de la classe à Poudlard. À l'époque où ils étaient étudiants. Le mystère, c'est pourquoi tu sais qui a attendu si longtemps pour essayer de les amener dans son camp. Sans doute parce qu'ils étaient trop proches de Dumbledore pour avoir quelque chose à faire dans le monde des ténèbres. Et puis il a fini par croire qu'il parviendrait à les convaincre. Ou alors il voulait simplement se débarrasser d'eux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une dizaine d'années, le jour de Halloween, il s'est rendu dans le village où vous habitiez tous les trois. Tu avais à peine 1 an. Il est arrivé dans votre maison et Hagrid sortit soudain un mouchoir à poids très sale et se moucha en faisant un bruit de corne de brume. Excuse-moi, mais c'est tellement triste. Je connaissais ton papa et ta maman. Et c'était les gens les
plus charmants qu'on puisse imaginer. Enfin, c'est comme ça. Tu sais qui les a tués. Ensuite, et c'est là, c'est le vrai mystère. Il a essayé de te tuer aussi. Il voulait sans doute faire le travail jusqu'au bout. Ou alors il aimait tuer, tout simplement. Mais il n'a pas réussi. Tu ne t'es jamais demandé d'où te venait la cicatrice que tu as sur le front? Ce n'est pas une blessure ordinaire. C'est la trace du mauvais sort qu'il a lancé contre toi. Un mauvais sort si puissant qu'il a détruit tes parents et leur maison. Mais avec toi, ça n'a pas marché. Et c'est pour cette raison que tu es célèbre, Harry. Personne n'a jamais pu lui échapper. Parmi ceux qu'il avait décidé de tuer, personne, sauf toi. Et pourtant, il a supprimé quelques-uns des plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Les Mackinnon, les Boons, les Privet. Mais toi, qui n'étais qu'un bébé, tu as survécu. Il se passait quelque chose de très douloureux dans la tête de Harry. À mesure que Hagrid approchait de la fin de son récit, il revoyait l'éclair de lumière verte plus nettement que jamais. Et pour la première fois de sa vie, il se rappelait aussi un rire cruel, sonore, glacé. Hagrid le regarda avec tristesse. C'est à moi que Dumbledore a confié la mission d'aller te chercher dans la maison en ruine. Et c'est comme ça que j'étais amené chez ces gens. Tout ça n'est qu'un morceau de faribole, s'exclama l'oncle Vernon. Harry sursauta. Il avait presque oublié la présence des Dursley. L'oncle Vernon semblait avoir retrouvé tout son courage. Les poings serrés, il lançait à Hagrid des regards furieux. Maintenant, écoute-moi bien, mon garçon, lança-t-il à Harry. Je veux bien qu'il y ait chez toi quelque chose de bizarre, mais il suffirait d'une bonne correction pour arranger tout ça. Quant à tes parents, c'était drôle de zigoto, sans aucun doute, et à mon avis, le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus là. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient, à force de fréquenter ces espèces de magiciens. Je le savais bien d'ailleurs, j'étais sûr qu'ils finiraient mal. Hagrid montit alors du canapé, tira de son bandeau un vieux parapluie rose passablement délabré, et le pointa sur l'oncle Vernon comme une épée. Je vous préviens, Dursley, rugit-il, je vous préviens. Un mot de plus et... La perspective de se retrouver embroché au bout d'un parapluie par un géant barbu fit perdre tout son courage à l'oncle Vernon. Il s'aplatit contre le mur et n'osa plus dire un mot. Ah. J'aime mieux ça, dit Hagrid en respirant profondément. Il se rassit sur le canapé qui s'écrasa contre le sol. Mais Harry avait encore une foule de questions à se poser. Et qu'est-il arrivé à Vol, enfin, je veux dire, à vous savez qui? Bonne question, Harry. Il a tout simplement disparu. Il s'est volatilisé la nuit même où il a essayé de te tuer. Ce qui ajoute encore à ta réputation. Qu'est-il devenu? Lui qui semblait au sommet de sa puissance. Mystère, certains disent qu'il est mort. À mon avis, ce sont des calembres d'aine. Je ne crois pas qu'il ait eu en lui quelque chose de suffisamment humain pour mourir. D'autres pensent qu'il est toujours quelque part à attendre son heure. Mais je n'y crois pas non plus. Ceux qui s'étaient ralliés à lui sont revenus de notre côté. Certains avaient été plongés dans une sorte de transe. Je ne pense pas qu'il aurait réussi à s'arracher à lui s'ils étaient revenus. La plupart d'entre nous croient qu'il est toujours vivant, mais qu'il a perdu ses pouvoirs, et trop faible pour continuer. Il y a en toi quelque chose qui l'a détruit, Harry. Cette nuit-là, il s'est passé un phénomène auquel il ne s'attendait pas. Je ne sais pas ce que c'était, personne ne le sait, mais tu as réussi à le réduire à rien. Une lueur de respect et de sympathie brillait dans le regard de Hagrid, mais Harry, au lieu de ressentir de la fierté, avait la certitude que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Lui, un sorcier, comment serait-ce possible? Toute sa vie, il avait été brutalisé par Dudley et malmené par l'oncle Vernon et la tante Pétunia. S'il était vraiment un sorcier, pourquoi ne les avait-il pas changés en crapauds chaque fois qu'il l'enfermait dans son placard? S'il avait été capable de vaincre le plus grand sorcier du monde, comment se faisait-il que Dudley ait pu le traiter comme un ballon de football? Hagrid, dit-il, je crois que vous avez fait une erreur. Je ne suis pas un sorcier. À sa grande surprise, Hagrid éclata de rire. Pas un sorcier. Rappelle-toi, il ne s'est jamais rien passé quand tu avais peur ou quand tu étais en colère. Harry contempla le feu dans la cheminée. Maintenant qu'il y pensait, toutes ces choses étranges qui rendaient furieux son oncle et sa tante s'étaient toujours produites lorsqu'il était furieux, ou sous le coup d'une émotion. Poursuivi par la bande de Dudley, il s'était souvent retrouvé hors de leur portée. Paniqué à l'idée d'aller à l'école avec sa coupe de cheveux ridicule, il avait réussi à faire repousser sa tignasse. Et la dernière fois que Dudley l'avait frappé, ne s'était-il pas vengé? Sans même s'en rendre compte en lui lâchant sur lui un boa constrictor. Harry leva à nouveau les yeux vers Hagrid. Il lui sourit et vit que le géant rayonnait. Tu vois, dit Hagrid, Harry Potter, pas un sorcier. Attends donc d'être à Poudlard, et tu verras comme tu es célèbre. Mais l'oncle Vernon ne voulait pas abandonner la partie. Je vous ai déjà dit qu'il n'ira pas là-bas, dit-il d'une voix sifflante. Il fera ses études au collège de son quartier, et il nous en sera très reconnaissant. J'ai lu ses lettres, et j'ai vu toutes les sottises qu'on l'obligeait à acheter. Des grimoires, des baguettes magiques, S'il a envie d'y aller, ce n'est pas un gros moldu dans votre genre qui pourra s'y opposer, grogna Hagrid.
Vous vous croyez suffisamment fort pour empêcher le fils de Lily et James Potter de faire ses études à Poudlard? Vous êtes fou! Il est inscrit depuis sa naissance. Il va étudier dans la meilleure école de sorcellerie du monde, 7 ans là-bas, et il sera transformé. Pour changer, il aura des camarades qui appartiennent au même monde que lui, et il étudiera avec l'un des plus grands maîtres que le collège Poudlard ait jamais compté. Albus Dumbledore. Je refuse de payer un sou pour qu'un vieux cinglé lui apprenne des tours de magie, s'écria l'oncle Vernon. Mais cette fois, il était allé trop loin. Hagrid empoigna son parapluie et le fit tournoyer au-dessus de sa tête. Jamais plus insulter Albus Dumbledore devant moi, tonna-t-il. Il abattit le parapluie dans un sifflement et le pointa sur Dudley. Il eut un éclair violet, une détonation comme un pétard qui explose et un petit cri aigu. Un instant plus tard, Dudley dansait sur place en hurlant de douleur, les mains plaquées sur son volumineux postérieur. Lorsqu'il leur tourna le dos, Harry vit qu'une petite queue de cochon en tire-bouchon lui avait poussé à travers son pantalon. L'oncle Vernon laissa échapper un véritable rugissement. Il attrapa aussitôt Dudley et la tante Pétunia et les entraîna dans l'autre pièce. Puis il jeta un dernier regard terrifié à Hagrid et claqua la porte. Hagrid regardait le parapluie en se caressant la barre. Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, dit-il d'un ton de regret. Mais de toute façon, ça n'a pas marché. Je voulais le changer en cochon. Mais il semble déjà tellement un cochon qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à faire. Il lança un regard oblique à Harry sous ses sourcils broussailleux. Si tu pouvais éviter de raconter ça à qui que ce soit à Poudlard, je t'en serais reconnaissant, dit-il. Normalement, je ne suis pas censé faire de la magie. On m'a simplement donné l'autorisation de m'en servir un peu pour te retrouver et t'apporter tes lettres. C'est pour ça que j'étais tellement content qu'on me confie cette mission. Pourquoi n'êtes-vous pas censé faire de magie demanda Harry. Disons que moi aussi j'étais élève à Poudlard, mais pour dire la vérité, on m'a renvoyé. J'étais en 3e année, ils ont cassé ma baguette en deux, et tout ça, mais Dumbledore m'a permis de rester comme garde-chasse. Un grand homme, Dumbledore. Pourquoi on vous a renvoyé? Il se fait tard et on aura beaucoup de choses à faire demain, dit Hagrid d'une voix forte. Il faut qu'on aille en ville, acheter tes livres et tout le reste. Il ôta son grand manteau noir et le jeta à Harry. Tu n'as qu'à dormir là-dedans, dit-il, ne t'inquiète pas. S'il remue un peu, il doit y avoir 1 ou 2 loirs dans une des poches.